Bonjour, moi je m'appelle Julien, je suis game designer, donc je suis concepteur de jeux vidéo depuis une quinzaine d'années. J'enseigne également la création de jeux vidéo. J'ai travaillé sur des jeux qui sont très variés, ça allait de Game of Thrones à des petits jeux mobiles de quelques semaines, à des jeux qui se jouent sur deux écrans de 16 mètres par 9. J'ai fait un jeu qui se joue avec les ondes cérébrales, enfin des trucs un peu différents. Il se trouve que pour le propos là, qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai aussi une licence de biologie, ce qui est assez utile au final dans mon métier, mais surtout qui va nous permettre de faire des ponts en fait, entre les spécificités du langage du jeu vidéo, ce qui fait que c'est un moyen de communication qui se distingue des autres domaines, et notamment tout ce qui est mécanique de gameplay, l'interactivité en fait, qui est centrale au truc. Et justement ce thème de nature qui est voulu, je pense, j'imagine, par Scroll comme tel, mais qui est très vaste. C'est la nature qui nous entoure, c'est nos natures à nous, c'est la façon dont on les aborde, dont on les montre dans des œuvres de fiction, etc. Un dernier petit point avant de laisser la parole à Jaden. Vraiment, peut-être que ça a été communiqué comme ça, j'en sais rien, mais j'insiste, s'il y a certaines personnes parmi vous qui ne sont pas des joueurs, qui ne jouent pas beaucoup, ou qui sont pas... je voudrais vous convaincre que cette conférence, elle est aussi pour vous. Et que, comme on l'a dit, si vous avez soit des questions à poser, des choses comme ça, même pendant qu'on joue, on a choisi des jeux qui n'étaient pas des trucs qui allaient à toute allure. Et surtout, le but, c'est pas de faire une espèce de performance olympique du jeu vidéo. On n'est pas dans du sport électronique, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas là-dessus, quel que soit votre niveau d'acquaintance avec ce média. Bonjour, donc moi je m'appelle Gabriel et je suis animateur et producteur d'une émission sur la chaîne YouTube Jaden Core, où du coup c'est une émission de divertissement sur YouTube qui se nomme XP, qui du coup comme son nom l'indique parle de RPG. Voilà, l'idée c'est de prendre des points d'expérience dans des jeux qui ont fait l'histoire du genre, et qui aussi comme son nom l'indique XP parle de tout ce qui sortait sur ordinateur dans les années 90, 2000, jusqu'à 2010, etc. Et surtout je parle du développement des jeux, de leur histoire, avec des petites analyses, etc., histoire de voir ce qui fait la spécificité de certaines licences de jeux ou de certains studios. Et donc aujourd'hui, le thème de la conférence qui nous a été proposé, ça a été nature et jeux vidéo. Et on peut dire que c'est quand même un sujet qui est assez large et surtout, on peut prendre le sujet par plein d'axes, plein d'aspects. Ça a été quand même pas mal de discussions entre nous avec Erwan ici présent. Qu'est-ce qu'on va entendre en fait par nature dans nature et jeux vidéo? Est-ce qu'on va parler de la nature comme un terrain de jeu, une structure de jeu, voilà, tout ce qui va être en rapport avec ce qu'on appelle le level design, le world design, comment on construit des environnements, voilà, là, je sais pas, comment est fait une map, une carte de Zelda, Breath of the Wild ou de Oblivion, etc. Est-ce qu'on va parler de la nature comme un thème scénaristique ou narratif, voilà, traité dans les jeux, à la Final Fantasy VII, à la The Witcher, le rapport du personnage par rapport à la nature, qu'est-ce qu'il fait par rapport à elle, etc. Nature comme concept philosophique qui peut être traité également dans les jeux, mais on a préféré s'orienter vers un aspect un peu différent avec les deux jeux qu'on a décidé de vous présenter, et notamment celui-ci, qui est un jeu qui m'a vraiment accompagné pour le coup, que j'ai découvert, alors pas à sa sortie, mais un petit peu plus tard, qui s'appelle Spore. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent les Sims, du coup. C'est le même studio, c'est le même créateur qui en est à son origine, et un peu à la manière du coup de Jonathan Brown avec The Witness que tu vas présenter tout à l'heure, qui est un peu son jeu, la pièce principale de sa ludographie. Sport et se voulait, en tout cas lorsqu'il l'a créé, comme étant le jeu ultime de Will Wright qui propose d'aller jusqu'au bout du concept, d'un concept qu'il a commencé à rêver dès les créations des tout premiers jeux Sim qu'il a décidé de faire, parce que les Sims fait partie d'une grande famille de jeux Sim, SimCity, SimEarth, et du coup SimAnt, simulateur de fourmis. Ah, c'est génial aussi. Il y a eu un remake récemment, Empire of Ant, avant que ce soit un autre jeu. Je crois que c'est un autre. Qui a été des jeux vraiment sympas de simulation de différentes choses. Et Sport, c'était vraiment son grand rêve de faire un jeu où on commence à l'étape cellulaire, on commence vraiment comme une petite cellule, et on termine en conquête spatiale où on va combattre des grands empires galactiques avec des espèces du coup qui vont évoluer au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc du coup c'est un jeu qui a eu un développement qui est évidemment très compliqué, qui a eu notamment qui a été un moment de l'histoire de Maxis, du coup le studio qui est à l'origine de Sport,
un moment où ils essayaient d'inventer un nouveau moteur de jeu après le premier Sims, après la sortie du premier Sims, et du coup qui comptait énormément d'ingénieurs dans le studio qui ont pu essayer énormément de choses en termes de moteur physique, de qu'est-ce qu'on peut simuler, et notamment, c'est pour ça que je vous montre ici le long menu du jeu, c'est avec la génération de la galaxie, et de base, un module qui a été créé avant même qu'il y ait le moindre jeu. La création voilà, de tous ces systèmes-là, systèmes de gravité, de systèmes solaires, etc. C'est un studio qui va vraiment aller chercher voilà, de la documentation scientifique, de faire des entretiens avec les différents scientifiques pour proposer donc des simulations qui vont pouvoir du coup être intégrées dans un jeu qui propose quelque chose de relativement réaliste, ou en tout cas qui semble l'être, et qui donne du coup cette espèce voilà, de jolie galaxie en 3D qui pour 2008, je rappelle la date de sortie du jeu, était quand même assez impressionnante d'arriver là-dessus sur le premier menu du jeu, voilà, on a littéralement la galaxie et des points ici qui sont les planètes sur lesquelles on va pouvoir commencer une partie ou continuer la sienne. Ah, la catchphrase un peu du marketing du jeu, ça a été your personal universe in a box. Vraiment, la promesse était votre univers à vous dans une seule boîte, à savoir du coup la boîte de sport. C'était vraiment toute la promesse. Le jeu a un peu déçu évidemment à la sortie parce qu'on propose un jeu qui commençait en cellule, vous finissez en empire. Évidemment, on peut s'imaginer une espèce d'inflation d'attente chez le public qui est immense. Et évidemment, quand on arrive devant le jeu, bah, ça reste un jeu vidéo avec ses contraintes techniques, avec voilà, sa proposition de gameplay, etc., qui fait que il a les limitations de son temps, mais qui reste quand même assez révolutionnaire, notamment pour l'époque, qui a beaucoup influencé la suite, la suite du médium. Alors je vais vous montrer un peu en nouvelle partie. Hop. Alors évidemment, d'habitude on commence à la phase cellule, d'ailleurs les autres sont grisés d'habitude, hein. Donc voilà, on est obligé de commencer par le début, c'est-à-dire la phase cellulaire. Donc vous voyez un petit peu la promesse du jeu, ça va nous permettre de voir la cinématique d'intro, après avoir choisi quelque chose qui est assez intéressant par rapport au sujet du jour, donc jeux vidéo et nature. Le premier choix que va nous proposer le jeu, c'est d'incarner soit une cellule, ou en tout cas je crois qu'ils appellent ça la phase post-cellulaire quand même. Ils sont un peu conscients qu'une cellule ne peut pas être carnivore ou herbivore comme on l'entend dans le règne animal. Donc on parle de forme post-cellulaire, on va pouvoir choisir est-ce qu'on va faire une espèce qui du coup va se nourrir exclusivement d'algues, de plantes, etc. ou va déglinguer les autres dans un gameplay un peu plus agressif, ou pour aller manger des petits bouts de viande qui restent derrière les créatures. On pourra voir ça du coup tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient pu commencer par une structure, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ont fait un peu de biologie, on aurait pu parler, je sais pas, de caryotes, d'archées, de bactéries, de tout ce qu'on veut. Mais non, on vous demande de choisir. C'est pas forcément pour baisser d'un cran au niveau scientifique. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous orienter par rapport à votre relation à votre environnement. Ce qui vous définit, c'est comment vous allez rentrer en interaction avec les autres. Et c'est assez intéressant que on va le voir un petit peu plus tard, mais ce choix primordial-là, évidemment, peut changer. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut commencer en herbivore, et vous allez voir qu'on peut changer sa bouche pour aller manger pour pouvoir manger d'autres trucs, et varier son alimentation ou complètement changer. Et ça va avoir aussi une incidence sur la manière, je m'avance un petit peu, mais sur la manière dont l'espèce qui va évoluer quand elle va arriver à des stades un petit peu plus civilisés, en phase tribu, en phase civilisation, sur des phases un petit peu plus avancées, comment elle se comporte aussi par rapport aux autres habitants de la planète sur laquelle on est, même jusqu'à la phase espace, où est-ce qu'on va se comporter en tant qu'herbivore comme une espèce pacifiste et religieuse, ou comme carnivore, une espèce belliqueuse, violente, et qui va aller détruire les villages d'à côté. Donc vraiment des espèces de grands continuums qu'on fantasme sur voilà, le régime alimentaire qui conditionne une certaine idéologie. Je pense pour carnivore ça peut être bien avec vous. Commencer, alors voilà, on a tout un truc, tac, on enregistrer des thèmes, mais l'idée, on va se mettre en facile, hein, histoire de pas non plus... Et comment on va appeler ça? Hop, Denis, tac, tac, et on va pouvoir vous montrer donc la cinématique d'introduction qui est assez intéressante, vous allez voir. On commence du coup dans un système solaire, et la première chose qu'on va voir arriver en premier plan, ça va arriver, petite éruption solaire évidemment, ça va être cette espèce d'astéroïde qui va se balader dans la gravité du Soleil et atteindre du coup la planète qu'on a sélectionnée. Et vous allez voir qu'au moment du crash, et vous voyez que les planètes, un peu à la manière, pour ceux qui ont fait Mario Galaxy, c'est assez transparent, voilà, une espèce de galaxie avec des reliefs très très prononcés, dont on peut faire le tour assez rapidement finalement, notamment quand on arrive avec des vaisseaux
même dès la phase civilisation où les avions, les véhicules et les bateaux peuvent faire le tour de la planète en quelques clics. On est vraiment sur des espèces de petites... C'est un jeu qui change d'échelle, ouais. Ouais, et notamment, c'est un jeu assez intéressant qu'on peut y jouer uniquement avec la souris. Cet ordinateur-là, il a un gros problème de clavier, donc je suis obligé d'appuyer comme un dératé sur les touches. Sport, j'ai fait une partie quasiment jusqu'à la entre guillemets fin du jeu, en tout cas jusqu'aux dernières étapes du jeu, j'ai pas touché au clavier, à part pour rentrer les noms des différentes créatures, j'ai pu du coup tout faire juste avec le clavier et notamment avec son intégration de la molette qui est extrêmement importante pour pouvoir zoomer et dézoomer des planètes, pour pouvoir s'en aller. Et donc voilà notre petite cellule qu'on peut déplacer juste avec la souris et qui va se balader dans ce qu'eux ils appellent ça quoi, la soupe primordiale, ouais c'est ça. Qui est un terme scientifique, et d'ailleurs cette histoire de météorite, pour ceux qui connaissent aussi, c'est la théorie de la panspermie. Voilà, pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Mais oui, voilà, la théorie de la panspermie, du coup, qui est une des grandes théories d'évolution qui date en plus d'Aristote. Hein. C'était un concurrent d'Aristote à l'époque qui, donc du coup, scientifique, un des premiers philosophes slash scientifiques de la Grèce antique. Et il avait un concurrent qui proposait, comme théorie, pour proposer une théorie de l'apparition de la vie sur Terre, que la Terre viendrait d'une roche venue de l'espace, ou en tout cas viendrait de quelque chose qui viendrait voilà, hors de la Terre. Et on appelle ça la panspermie, donc du coup que voilà, ça s'est répandu hop là, sur Terre. Voilà, je me fais manger ou être mangé. Manger ou être mangé, exactement. Les autres cellules, les bouts de météores, renferment des éléments, et ces éléments donnent des compétences à vos cellules. Voilà. On va y revenir là-dessus juste après. Et même plus précisément, cette théorie s'appelle la lithopanspermie, qui du coup est précisément cette origine de la vie, cette théorie sur l'origine de la vie, qui veut que la vie soit venue d'une météorite, que ce soit écrasée du coup sur Terre. Au 19e siècle, ça a été une théorie qui a énormément été avancée, mais avec les recherches de la science, évidemment, on s'est rendu compte que la vie est apparue sur la Terre. En tout cas, ne vient pas d'ailleurs, c'est la théorie en tout cas la plus probable. En revanche, les acides aminés peuvent peut-être venir de l'espace. C'est encore une théorie débattue, ça. Ah oui. Bon. C'est ça qu'ils ont tous la même. Pas bref. Oui. En idéologie, pardon. En tout cas, voilà, donc du coup, on commence avec ce qui est intéressant là dans cette première phase. Vous voyez que là, on se fait un petit peu piquer par d'autres créatures. Mais ce qui est intéressant dans ce premier gameplay, car Spore est un jeu qui propose plusieurs gameplays différents en fonction des phases de jeu. C'est un peu 5 jeux en un. Et là, on est devant le premier jeu, et ce qui est assez intéressant, c'est que même en tant que cellule, bon là je suis mort, mais même en tant que cellule, vu qu'on est dans une phase très très primordiale de l'histoire du vivant, on va nous proposer également un gameplay très très simple, très primitif aussi, c'est-à-dire qu'on va être sur un plan en 2 dimensions sur lequel on va se balader, un peu comme un jeu flash sur internet si vous avez un petit peu joué. Voilà, où l'idée, voilà, on va juste se déplacer avec la souris, aller manger les petites boules et éviter les créatures qui nous font mal. On est sur quelque chose qui est très simple en termes de jeu et qui essaie du coup de refléter en termes de gameplay, en termes de grands systèmes de jeu, quelque chose de très primitif. On va essayer d'avoir une espèce d'harmonie ludonarrative un peu si on veut, quoi, qui va se mélanger, qui va venir se mélanger ici, qui est assez intéressant. D'ailleurs, il y a un des développeurs du jeu, je crois que c'était Chris Ecker, qui expliquait que tout jeu parle un peu de jeux vidéo d'une certaine façon, et qu'en fait, en refaisant l'histoire de l'évolution des espèces, on refait l'évolution du jeu vidéo en commençant par Pac-Man. On a déjà cette idée de notre petite bestiole qui va manger des petites boulettes un peu partout. On a déjà ce gameplay originel, en fait, ce gameplay primitif. Et là, vous voyez qu'il y a une des mécaniques principales, en tout cas des 2 premières phases du jeu Spore, ça va être de rejoindre sa dulcinée, ou son dulcinée, je n'en sais rien, en tout cas c'est nous qui pondrons les œufs, en fonction de la créature qu'on peut imaginer et sa biologie. Et on va pouvoir entrer dans un nouveau menu qui est peut-être la chose qui a été le plus appréciée du jeu, à savoir le Creation qui est donc un éditeur, tout simplement, alors en 2 dimensions, parce qu'on reste donc sur la petite cellule, mais qu'on va pouvoir du coup modifier à notre guise, c'est-à-dire avec la molette de la souris augmenter plus ou moins des éléments de sa colonne vertébrale. On peut donner une petite BDL, hop, et voilà. Et donc ça, voilà en tout cas pour la forme. On verra que dans la phase suivante, c'est un petit peu plus poussé vu qu'on va rentrer dans la 3e dimension. Mais surtout, on va pouvoir ajouter, par exemple, des petites piques pour pouvoir se défendre plus efficacement. Pareil pour les yeux, alors les yeux ça n'a pas beaucoup d'incidence, mais on peut rajouter voilà, un seul œil, 2 yeux, etc. On peut même se rajouter plein d'yeux. Vous savez que ça pousse aussi énormément à la créativité.
et à montrer un peu toute la bizarrerie anatomique qu'on fantasme dans la biologie en général. Ce qui est le plus important ici, comme on en parlait tout à l'heure, hein, mais le plus important ici, c'est pas de recréer la biologie, en tout cas voilà les grandes règles de la biologie, mais c'est d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on s'imagine, voilà, de fonds marins ou de la diversité biologique. Voilà, c'est ces espèces de créatures qui peuvent être très longues, très courtes, avec des formes biscornues, bizarres, des pics et des flagelles. Même si ça n'a aucune logique en termes évolutifs, ben, en fait, on a un super éditeur de créatures qui, du coup, est assez renommé, notamment pour qui permet donc, du coup, aux joueurs d'exprimer toute leur créativité. Et notamment, un des gros trucs qu'a proposé Sport, ça a été donc le Sportpedia. Tac. Alors, vu que je ne suis pas connecté à Internet, évidemment, je n'ai pas accès à la plupart, je crois que les serveurs sont débranchés, mais qui permet donc de partager ses propres créations à travers le réseau, à travers Internet, quoi, pour pouvoir récupérer les petites créatures qu'ont produit les autres. Donc voilà, on est, donc, comme je vous disais, on est plus sur une espèce de... Hop, hop. Tac. Clac. On est vraiment sur une personnalisation qui se veut ressembler à quelque chose qui pourrait ressembler à la théorie de l'évolution, etc. Donc voilà pour, en tout cas, voilà pour cette phase cellule. Ouais, yes. Tac, tac. Excusez-moi. Hop. J'essaie de le cliquer. Pardon, vas-y. Tu vas pouvoir présenter, ouais. J'ai pas assez de portée. Bah, j'avais envie de vous montrer ça un petit peu plus en avant avec la phase créature qui, du coup, est à peu près la même chose en termes de jeu, mais en un petit peu plus poussé. Vous allez voir qu'ici, on peut être herbivore, carnivore ou omnivore en mélangeant du coup les deux régimes alimentaires. Donc c'est ce qu'on va choisir. On va prendre la première créature qu'on trouve. Tac, tac. Et la phase créature a ça de particulier que on est à peu près comme sur la phase cellule. L'idée va être de trouver de quoi manger, de survivre, essayer de ne pas mourir et surtout de rentrer en contact avec d'autres créatures qui peuplent la planète. À ça près qui est intéressant que soit vous allez avec les autres créatures soit les dégommer et les attaquer et pouvoir profiter du coup de leur patrimoine génétique, vous allez pouvoir récupérer directement sur eux. Vous voyez que là on sort de l'eau pour atteindre la Terre enfin, avec sa petite bouche d'omnivore. Et ou bien vous allez pouvoir convaincre les autres espèces que vous êtes leurs copains, avec une espèce de jeu de Jacadie très rudimentaire, mais qui du coup se complexifie un petit peu plus par rapport à la phase cellule, notamment dans l'entrée de la troisième dimension. Hop. Tac, tac, tac. Et comme je vous disais, voilà, on peut tout faire avec juste un clic de souris. Effectivement, là, on peut avancer avec les touches, mais si je veux, un peu comme dans un jeu de stratégie, on va pouvoir se balader juste en cliquant où est-ce qu'on veut aller, même sur une jolie vue de dessus, pour pouvoir marcher sur toute la surface de la planète. Ce qui était assez phénoménal à l'époque d'un point de vue technique, c'est l'utilisation de ce qu'ils appellent des méthodes procédurales. C'est-à-dire que là, vous voyez, la bestiole, elle a un pied, elle se débrouille pour avancer avec un pied. Il n'y a pas d'animation qui a été créée, comme dans un film d'animation par exemple, ou dans beaucoup de jeux vidéo. C'est le jeu vidéo avec un certain nombre de règles qu'on lui a enseignées, qui se débrouille pour essayer de faire marcher la bête en fonction de l'endroit où sont les pattes, de leur taille, etc. C'est extrêmement difficile à faire, mais surtout ce que ça requiert pour les concepteurs, c'est d'expliquer la biologie à l'ordinateur, en fait. Ça veut dire quoi marcher exactement? Ça veut dire utiliser ce qui s'appelle des pattes pour ta locomotion personnelle, dans l'espoir d'aller le plus précisément possible dans la direction indiquée par le joueur. Et ça demande en fait que le jeu soit capable de recréer lui-même une forme d'instinct pour ces animaux virtuels, ce qui est assez impressionnant. Et notamment dans la manière dont il exprime des émotions. Comment est-ce qu'on exprime une émotion avec une créature qui a 4 bras, 18 des tentacules partout et des pics? Ben, on voit, notamment dans le making-of de Sport, qui est assez intéressant, qui est un peu creux en termes de des technologies employées, parce que le jeu n'était pas encore sorti, donc forcément ils ne voulaient pas vendre la mèche sur toutes les mécaniques de jeu, mais où ils présentent comment ils essaient de retranscrire des émotions juste avec des grandes idées d'animation de, d'accord, une créature est joyeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va sauter, secouer la tête et voilà, se trémousser dans tous les sens, et on va comprendre du coup qu'elle est joyeuse, et derrière avoir un son
le son de la créature qui fait une espèce de chant d'oiseau, etc. À ceci près que dans le son, ce qui est intéressant, il y a une interview qui est super intéressante du concepteur audio du jeu de l'ingénieur son qui s'est occupé de tout le sound designer qui s'est occupé donc de toute la création sonore des créatures. Lui, il avait juste à disposition toutes les bouches disponibles. Vous allez voir, on a plein de bouches disponibles à mettre sur la tête de nos créatures. Et avec toutes ces bouches, on va pouvoir, il va inventer des types de sons en fonction de s'il y a une bouche de phacochère, il va faire des sons un petit peu de cochon ou de sanglier en train de retranscrire la joie, la peur, la colère, etc. Mais aussi d'oiseaux ou des trucs un petit peu plus bizarres. Hein, quand on a une bouche tentacule, on va imaginer quelque chose qui est assez, voilà, qui représente bien donc la créature qu'on a en face de nous, ce qui est vraiment pas simple avec les designs pareils. Vous allez le voir là en termes d'animation. Bon, une belle couche alpha sur lui. Tac, tac. Et vous allez voir quand on va communiquer, le fameux jeu de Jacadi, c'est-à-dire que pour communiquer pacifiquement, il chante et moi je vais pouvoir chanter. L'idée serait de répéter le pattern et donc du coup de simuler de l'empathie entre ma créature et cette créature-là en limitant, en montrant qu'on a les mêmes capacités, quelque chose d'assez évidemment mignon, hein, comme vous le voyez dans tous les designs du jeu, enfin dans toute la direction artistique du jeu. Et là encore, basé sur l'observation, c'est-à-dire que c'est ce que je perçois du monde en fait qui va m'aider à le comprendre je rentre en fait en empathie avec ce qu'il y a autour de moi. Exactement. Et là, vous voyez, voilà, j'ai réussi à être copain avec avec ces autres créatures-là, et je vais pouvoir récupérer donc, sur des corps des différentes parties que je vais pouvoir ajouter. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans le jeu, et qui notamment, le jeu avait suscité évidemment beaucoup d'espoir parmi toute la communauté de biologistes, notamment ceux qui étaient connectés, hein, voilà, préparer ce jeu-là. Typiquement, vous allez voir, je vais aller attaquer ces différentes créatures, hop, et je vais faire en sorte qu'elles m'attaquent toutes, hop, vous allez voir. C'est que, voilà, je vais me faire attaquer, je vais perdre des points de vie, évidemment, hein, là dans un jeu où, du coup, comme dans un jeu multijoueur, où tout simplement on va appuyer sur un raccourci clavier pour pouvoir attaquer, quelque chose de très très simple. Au moment où je vais mourir, hop, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de game over dans ce jeu. Tout simplement, eh ben, on réapparaît au nid le plus proche. En quoi c'est intéressant? Ça, je trouve que c'est assez révélateur aussi de l'éloignement de sports qui utilisent donc l'évolution comme thème central sur le jeu, autour du jeu, mais qui est vraiment un thème plus esthétique qu'autre chose. Parce que du coup je parle sous ton contrôle, hein, mais dans la théorie de l'évolution, la mort des différents individus d'une espèce donnée est le nerf de la guerre, hein, et le centre de toute l'évolution, c'est les espèces avec les mutations les moins adaptées meurent, et celles avec les mutations les plus adaptées à leur environnement survivent et du coup font perdurer l'espèce. Là, on est sur quelque chose qui est complètement l'inverse. C'est vrai, mais en même temps, là, tu vois, tu as un individu qui est mort, et c'est vrai que l'évolution, c'est une suite de tentatives au final. C'est-à-dire que c'est pas toujours des stratégies qui marchent tout de suite. Tu as un corps qui est skillé avec ses pouvoirs, ses capacités, etc. Et à un moment donné, tu vas trouver une façon peut-être un peu plus optimale de... Et c'est aussi parce qu'une espèce, c'est plusieurs individus, que justement, à des moments, ces tentatives, ça va être une impasse, et puis à d'autres, il y en a qui vont fonctionner, quoi. Ouais, voilà. Et donc les mutations ne sont pas issues, voilà, de l'aléatoire des mutations de la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient pas dans la vie, donc les mutations sont aléatoires et en fait vont se révéler plus ou moins adaptées à l'environnement et grâce aux individus qui vont survivre. Non, là, ça se passe ici, en termes de mutation et de ce qu'on va pouvoir modifier, c'est-à-dire, hop, dans le menu de création de créatures, tout simplement. On peut vraiment s'amuser. En plus, ça c'est assez génial. La colonne vertébrale, ils expliquent que c'était vraiment le truc révolutionnaire et incroyable d'ergonomie qu'on peut utiliser. Vous voyez à quel point... Oui, alors... C'est révolutionnaire. Regardez-moi ça. Qui est assez génial, même en termes de physique, comme je vous dis. Hein, c'est un jeu qui a été créé par des ingénieurs, hein, qui se sont amusés à aller tester plein
plein de façons voilà, de rendre accessibles donc, les logiciels de création 3D, qui n'est pas quelque chose de simple à prendre en main, et notamment à cette époque, hein, en 2008, les logiciels de création 3D, ça restait quand même pour une certaine niche, et d'avoir voilà, un jeu qui propose ça, c'est quand même assez fou. C'est marrant parce que tu parlais du nom du truc, c'est effectivement le création quelque chose là. Et ce mot de création il revient souvent de façon ironique parce qu'en fait, un jeu qui a été très inspiré par les discussions de ses créateurs avec des biologistes, notamment des biologistes sur l'évolution, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est presque créationniste. Vous savez, cette théorie américaine plutôt présente aux États-Unis, on va dire, de la biologie, ça va 5 minutes, mais il y a un créateur à l'origine. Il y a quelqu'un qui était là pour prédessiner les espèces et leur donner l'apparence qu'il a. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de distinguer, tu parlais comment dire, le côté un peu documentaire, réaliste qu'on pourrait avoir. Il existe des jeux documentaires hein, qui vont présenter les choses telles qu'elles sont. Et ça, ce jeu-là va volontairement caricaturer, changer en mettant le joueur à une place qui peut-être n'existe pas. Évidemment, tout dépend de vos croyances individuelles et on n'est pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, ici, on vous met dans la peau de la personne qui contrôle un phénomène qui n'est peut-être pas contrôlé dans la vraie vie. Pourquoi ? Pas parce que le jeu lui-même est créationniste ou essaie de nous dire quelque chose sur la Bible, juste parce que, en fait, c'est la place la plus drôle, c'est l'endroit le plus amusant pour expérimenter justement avec tous ces systèmes. Là, j'ai 4 pattes, maintenant, je marche différemment. Ouais. Ma corne, elle on est a des sur mains aussi qui ballottent, etc. En fonction de la physique aussi, de où sont placées les mains, elles vont ballotter elles vont différemment. équilibrer. Ouais, j'ai une corne, alors qu'avant, j'avais une bouche pour mordre. Là, j'ai dû avoir une attaque maintenant qui s'appelle coup de corne. Enfin, je vais pouvoir utiliser le nouveau corps que tu nous as créé. Tel qu'il a été fait, quoi. C'est pas un truc qui a été préécrit à l'avance. Voilà. Et qui n'est pas du coup issu des différentes morts qu'on va pouvoir avoir. Donc j'ai perdu face à tel adversaire parce qu'il m'a donné un coup au thorax et donc du coup je me réveille avec un renforcement au thorax qui fait que la prochaine fois je ne mourrai pas. Pas du tout. Là, on n'est pas sur une logique d'évolution et d'adaptation. On est sur Monsieur Patate. Vraiment, et c'est comme ça qu'il a été, que les scientifiques, en tout cas, qui avaient mis beaucoup d'espoir sur le jeu, l'avaient décrit en disant bon, on s'attendait à un jeu sur l'évolution qui allait expliquer au grand public à quoi ressemblait l'évolution. On se retrouve avec un monsieur patate très marrant, dans lequel voilà, tout le monde peut un peu exprimer sa créativité et pouvoir faire des créations assez rigolotes. C'est marrant ce que tu dis sur le thorax, ça me fait penser, pour ceux qui ont joué au Nemesis System là, dans le Seigneur des Anneaux, un jeu vidéo sur le Seigneur des Anneaux, où justement quand on abat un ennemi, par exemple, en lui mettant le feu, si jamais il survit, eh ben, il deviendra soit effrayé par le feu, soit résistant au feu. Là on voit qu'il y a une forme d'évolution aussi, mais là l'évolution elle est uniquement définie par le combat, elle est définie par l'adversité. Parce que ces jeux-là sont des jeux de combat. Là, on est dans un jeu, comme tu l'as dit, qui vont vraiment mettre l'accent sur la créativité. Et donc, ce qui compte, c'est les décisions du joueur et comment ça va éventuellement changer son expérience du jeu. C'est vrai qu'on répète beaucoup le mot gameplay depuis le début, donc on va le définir. C'est la façon avec laquelle vous allez aborder un jeu. C'est ça, un gameplay. Et donc, les choix que vous allez faire, c'est pas seulement rigolo de voir la bestiole qui change de tête, ou qui a un gros corps, un petit corps, machin, mais même si c'est rigolo, mais c'est intéressant de voir l'impact des choix que vous faites. Et ça, les scientifiques ont montré que c'était quelque chose qui nous permet de nous approprier un jeu. Et souvent, quand on joue et qu'on apprécie son expérience, c'est aussi que le jeu va prendre en compte les choix qu'on fait dans le jeu et va nous modifier l'expérience en fonction de ces choix. Oui, tout à fait. Il y a une autre étape qui est intéressante sur laquelle je vais passer un peu plus vite, mais qui a aussi son intérêt, parce que c'était aussi un rapport à la nature. Très bien celui-là. Un rapport à la nature qui est intéressant, qui est à l'œuvre dans le jeu vidéo, c'est la phase tribu. Quand on a terminé la phase créature dans le jeu, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase tribu, c'est-à-dire qu'on va se mettre à contrôler les personnages, un peu comme dans le jeu de stratégie. On va prendre les unités, on va pouvoir les déplacer, leur dire voilà, construisez telle maison ici, allez récolter de la nourriture, etc. Et on rentre donc du coup dans un autre domaine de jeu. On va plus contrôler un seul individu dans un environnement 2D ou 3D, on va contrôler un groupe d'individus et commencer à faire de la gestion, c'est-à-dire on a un certain nombre de ressources qu'on va pouvoir allouer soit à la construction de bâtiments, soit à renforcer nos unités ou augmenter le nombre de petites créatures qu'on va avoir ici. Et cette entrée donc, dans une nouvelle approche du jeu, c'est intéressant parce que ça transforme aussi le rapport qu'on va avoir avec la nature autour de nous. Dans quelque chose qui ressemble à un jeu de stratégie ici, alors le problème c'est qu'il va me faire tout le tutoriel, oui,
Voilà, il nous demande donc du coup de personnaliser un peu la tête de notre créature qui est magnifique, Maintenant, on commence à s'habiller déjà. déjà. La pudeur est arrivée. Tac. Et on va rentrer dans un jeu où il s'agit de collectionner des ressources. Et les ressources qu'on a à disposition dans cette phase-là, évidemment, puisque la planète est entièrement naturelle, bah, ça va être d'exploiter la nature autour de nous et envoyer nos petits bonshommes. Tac. Je zoome, je dézoome, je maintiens les 2 boutons pour incliner la caméra, j'utilise les touches fléchées pour que la caméra revienne à ma tribu, je clique, tac, ici, je sélectionne un individu dans la liste tridale. Est-ce que je peux jouer? Et oui, quand vous avez 5 jeux en un, il faut 5 tutoriels. Et voilà. Il faut apprendre 5 fois à jouer. Contrairement par exemple au jeu que tu vas présenter, Ouais. en termes de tutoriel, c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez que je vais envoyer mes unités aller récolter donc des petites ressources, des petits fruits, etc. Directement sur les arbres alentours. Et là, la nature va se scinder un peu en trois grandes catégories. Alors je ne me souviens plus, pour vous donner les références à la fin des différents papiers que j'ai pu lire autour de ça. La nature, ça vient pas de moi, c'est ça que je veux dire, mais va se diviser en 3 grandes catégories. La première catégorie, ça va être la nature ressource. Vous voyez, là, j'ai des arbres fruitiers. Je peux aller récupérer les fruits, et ces fruits-là vont me permettre donc d'avancer dans le jeu et de faire évoluer mon personnage. Ça, c'est la première grande catégorie de traitement à la nature dans ce jeu, mais même dans d'autres jeux. Voilà, utiliser la nature comme une ressource. Le deuxième type, alors là, je le vois un peu moins, mais typiquement, ouais, avec ça, potentiellement, ça va être la nature obstacle. La nature, c'est aussi des reliefs, c'est aussi des forêts qui bloquent, et qu'on va devoir contourner et qui nous pousse à faire des grands détours, prendre un certain chemin préétabli et qui va donc bloquer notre personnage et architecturer un décor et faire en sorte que notre personnage ou les autres personnages peuvent se déplacer ici. C'est toute la notion de navmesh, du coup de navigation des personnages sur un plateau, un plateau que le game designer du coup va définir. Donc ça va être du coup la notion de nature obstacle. Et la dernière grande catégorie, ça va être la nature comme décor, cosmétique. Voilà, typiquement, je sais pas, voilà, des petites... le petit feu de camp, on peut marcher dessus, on peut pas le collecter, on peut rien faire avec, il est simplement là pour l'ambiance, ou en tout cas il a évidemment plein de fonctionnalités, que ce soit dans la direction artistique, que ce soit dans guider le joueur sur ce que signifie tel ou tel élément, mais il n'y a pas d'interaction avec lui. C'est un peu les 3 grandes familles de décors, et qui vont pouvoir du coup se mélanger. Typiquement dans un jeu de stratégie, alors là, ça n'est pas, je sais pas si, je crois que si, c'est le cas. Les arbres fruitiers, on ne peut pas marcher dessus, on ne peut pas les traverser, on est obligé de les contourner. On est donc sur la nature obstacle. Mais d'une autre manière, on va pouvoir du coup récolter des fruits dessus, donc on est sur nature ressources, évidemment, ils ont une certaine tête, donc en nature décor. Ils ont tous se mélangent beaucoup, et dans d'autres jeux de stratégie qu'on va pouvoir voir, il y a aussi tout un rapport avec l'exploitation de cette nature-là, typiquement un Warcraft, etc., tout ce genre de jeux de stratégie, on va pouvoir déglinguer la forêt autour de nous, et l'idée va être de prendre toutes les ressources qui se trouvent autour de notre campement de base, et quand c'est fait, on n'a plus de ressources, donc on va aller explorer plus loin en combattant pour pouvoir avoir de plus en plus de ressources sur toute la carte, jusqu'à aller récupérer les ressources des différents adversaires. C'est quand même une vision de la nature qui est particulière, qui est il y a un certain nombre de ressources limitées et il faut qu'elles soient les miennes. Il faut que je les ai moins pour pouvoir augmenter ma société, ma civilisation, qui est Tout jeu compétitif qui utilise la nature l'utilise souvent de façon compétitive, justement. Et ce qui est paradoxal dans le jeu vidéo, surtout quand on veut traiter de termes environnementalistes ou écologistes, c'est que souvent les biais qui ont concerné l'humanité par rapport à la nature, c'est d'imaginer que la nature a été faite pour nous. C'est souvent le cas dans nos mythologies d'ailleurs. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui a construit cette planète-là pour que nous, on puisse se servir. Il y a un côté très égocentrique. Sauf que dans le jeu vidéo, on a raison. Si vous jouez à un de mes jeux, oui, j'ai créé cette nature pour vous. Elle est pour vous, elle est gratos. Enfin, gratos, non, faut pas déconner. Mais vous avez le droit de l'exploiter, d'en retirer ces ressources-là. Et normalement, même en retirant ces ressources-là, vous y verrez l'intérêt narratif que j'ai mis dedans. Donc si je veux vous apprendre justement à économiser les ressources, à écouter, à être en empathie avec votre environnement, ça va être compliqué parce que techniquement, tout ce jeu-là, il est à votre service. Exactement.
Et c'est un truc assez marrant dont on avait aussi discuté, c'est qu'il y a le truc de pillage de ressources, du coup, sur notamment le jeu de stratégie, mais même en général, hein, de prendre quelque chose à cet environnement et que ça disparaisse. En tout cas, chez moi, je me souviens, dans Warcraft, etc., dans ce genre de jeu, j'avais une espèce de petit sentiment de malaise aussi dedans, du coup, je suis sur la carte, je suis en train de m'amuser, etc., mais pour m'amuser, il faut que je vide la carte de toutes ses ressources, et à la fin, il n'y a plus rien. Et du coup, il n'y a plus rien à faire, puisque tout a été exploité, et ma carte, elle est vide, parce que j'ai tout pris. Une des solutions pour ce... Pardon, tu avais peut-être... Oui, non, c'était juste. Et ça peut aussi poser des problèmes on revient à cette notion de dissonance du coup qu'on peut avoir dans certains jeux de stratégie où on va avoir où on va pouvoir jouer des créatures proches de la nature, etc., qui vont du coup déglinguer des forêts entières, qui est quand même un petit peu étonnant. Il y a donc Warcraft 3, qui est du coup un jeu de stratégie, qui a répondu un peu à cette dissonance-là, en proposant donc la faction des elfes de la nuit, qui sont donc des elfes très proches de la nature qui vivent dans les forêts, qui eux, quand ils envoient leurs feux follets, donc leurs petits ouvriers exploiter les arbres, ils vont se mettre à tourner autour des arbres et absorber l'énergie de l'arbre pour nous donner du bois. Voilà, donc les feux follets ne détruisent, c'est la seule faction qui ne détruit pas son environnement, ou en tout cas pas le bois, pour pouvoir l'exploiter. Ça, voilà. À l'inverse, vous avez les orques qui gagnent de l'or en tapant les bâtiments adverses. Oui, voilà. C'est-à-dire que ma ressource, c'est toi en fait. C'est pour ça que t'es mon ennemi. J'allais dire tout à l'heure, une des façons de s'affranchir de cette espèce de dissonance qu'on peut avoir, c'est justement de la pousser à l'extrême, à des fins comédiques. Pour peut-être certains d'entre vous, on joue à un jeu qui s'appelle Satisfactory. Bon, ben là, le but affiché est très grinçant, c'est un peu de l'humour noir, c'est on vous met sur une planète luxuriante, d'ailleurs le jeu est magnifique, avec une végétation, il y en a partout, il y a des espèces animales qui vivent là, tout en harmonie, nous on a l'espèce de virus qui arrive, et le but c'est de tout bétonner, de mettre des usines partout, on va cracher du dioxyde de carbone dans tous les sens, et on se régale à le faire évidemment, puisque dans la réalité on n'est pas trop en train de polluer pour de vrai, mais en tout cas ça peut devenir un plaisir, le jeu vidéo dans certains cas peut devenir un plaisir transgressif, et parce que c'est un plaisir transgressif qui reste virtuel, peut nous permettre d'explorer notre rapport à la transgression aussi. Vous avez des jeux vidéo comme ça avec des scènes de torture ou de violence ou de choses comme ça qui peuvent nous aussi nous faire réfléchir à notre rapport à la violence. Et là, je vous montre donc la dernière phase du jeu qui est la phase espace, qui est du coup assez déconcertante quand on arrive dedans, puisque c'est à ce moment-là où le jeu va nous donner donc du coup dans la dernière phase un vaisseau spatial, et on va pouvoir, comme vous voyez, hop, avec la molette, donc je peux dézoomer autant que je veux, je peux rentrer dans des planètes juste avec la molette, et je vais pouvoir explorer la galaxie tout entière, qui du coup a été générée, comme on disait, procéduralement, c'est-à-dire que c'est le logiciel du jeu qui va s'occuper d'inventer toutes les planètes. Voilà, c'est pas les. Alors, il doit y avoir des dizaines, des centaines de milliers de planètes dans tout ça. Vous voyez, regardez, chaque point est un soleil dans lequel il y a entre une planète et 5 ou 6, quoi. Et dites-vous voilà, que tout ça, ce ne sont que des planètes qui du coup ont été générées par le jeu. Il n'y a aucun développeur qui s'est amusé à aller créer chaque petite planète à la main. Les créatures, la géologie, les arbres, tout. Ouais. Alors je crois que les créatures, etc., ça fait partie du Sportpedia qui a été créé par Maxis. C'est-à-dire qu'il peut aller les récupérer dans le Sportpedia, voilà. Il y en a qui sont générés procéduralement également. Ok, d'accord. Ouais, ça je savais pas. Ouais, et même pour les bâtiments, des différentes civilisations qu'on va pouvoir rencontrer, tout ça est créé aléatoirement donc, par le jeu qui répond à un certain nombre de processus, un certain nombre de programmes. Et cet espace, quand on arrive ici, c'est assez déconcertant parce qu'on va avoir donc, tous les outils du jeu à disposition. On va pouvoir faire un nombre de choses incalculables. On va pouvoir aller acheter des ressources à un empire avec lequel on va pouvoir s'allier, faire des partenariats économiques pour racheter son empire et l'intégrer au nôtre. On va pouvoir arriver sur des planètes et même, vous allez voir, tac, voilà, des planètes en plus avec des formes, la scène elle est complètement folle. Voilà, on va pouvoir arriver donc sur des planètes comme ça, se balader dessus, zoomer, arriver quasiment au sol. On a même un DLC qui nous permet de marcher dessus, donc un supplément qu'on peut acheter pour le jeu qui nous permet de marcher sur les planètes, faire des missions en tirant sur les ennemis et tout ça. Voilà. Et comme vous voyez, hop, plus on zoome, on va voir qu'il y a plein de petits éléments. Alors c'est une planète aride, mais sinon on va avoir toute une végétation, des animaux qui vont y vivre, etc. Et ce qu'on va pouvoir faire en plus, en bon démiurge qu'on nous propose d'incarner, alors évidemment je me fais déglinguer par l'atmosphère de la planète parce qu'elle est vraiment très peu sympa. Hop, on va aller sur une planète un petit peu plus hospitalière comme celle-ci, où il y a quelques animaux. Hop. C'est quand même assez impressionnant, hein, encore une fois, pour 2008, avoir un jeu en 3D aussi énorme dans lequel on va pouvoir se balader. Ça existait déjà avant, évidemment, les jeux d'exploration spatiale dans lesquels on peut se balader comme ça et faire absolument ce qu'on veut sur les différentes planètes selon
certains outils donnés par les développeurs, mais quand même l'avoir en 3D et aussi joli, c'était quand même quelque chose. Mais ici, on va pouvoir arriver sur une planète et hop, si on veut, on peut récupérer, voilà, récupérer des petits arbres, les mettre dans notre soute et pouvoir les déplacer du coup sur d'autres planètes. On va vraiment avoir ce côté vraiment démiurge de si j'ai envie de vider la planète de tous ses habitants, etc., ben, je peux. Ah, vous voyez, ça c'est génial, hein, en termes de narration environnementale, de ce que raconte le jeu par les décors, c'est génial. On a une cité en ruine qui est vraiment une ville telle qu'on peut nous les construire dans le jeu. Enfin, ça raconte déjà quelque chose. Et de la même manière, moi je peux prendre mon gros rayon laser, voir des créatures ici, et si je veux toutes les tuer, moi je peux aussi. Il y a ce plaisir un peu transgressif, hein, ce plaisir un peu transgressif qui est vraiment, vraiment sympa, vraiment étonnant. Et de la même manière, voilà, si j'ai envie par exemple de faire de la terraformation, hop, j'ai juste à aller ici, voir que la planète est, vous voyez là c'est le petit point qu'il y a là, et la planète est légèrement trop froide, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une pluie de météores, je vais balancer une pluie de météores sur la planète. Ne faites pas ça chez vous. Non, bien sûr, faites attention. Et on va pouvoir donc du coup réchauffer la planète à base de grosses météorites. Alors, est-ce qu'on les voit, voilà, qui sont en train de... subtilité. Vraiment, on est vraiment sur... Tout devient possible du coup à partir de là dans le jeu. Et vous voyez donc du coup que la planète va donc se réchauffer petit à petit. Ici, il est arrivé du coup dans un stade beaucoup plus hospitalier sur lequel on va pouvoir par exemple mettre voilà, des petites créatures pour la repeupler. Voilà, et cette créature donc, du coup va se reproduire, etc. et devenir de plus en plus... et du coup faire en sorte que la planète soit le plus habitable possible. Et surtout, l'idée ça va être de la coloniser, hein, d'exploiter ses ressources, c'est-à-dire en arrivant par là, tac, hop, il faut que ça soit bleu, évidemment. Hop, hop. Oui, bah il veut pas là. Donc. Ah, mais oui, je sais pourquoi c'est déglingué. Oui. C'est peut-être une planète que j'ai détruite pendant ma partie. C'est un empire un peu récalcitrant qui a attaqué un de mes alliés. C'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a encore un but dans cette phase-là? Et c'est un peu tout le truc, c'est que dans cette phase-là, c'est ce qui a un peu décontenancé la plupart des joueurs et une critique qui est revenue beaucoup autour du jeu, c'est que quand on arrive à cette phase-là, le but, entre guillemets, c'est de vaincre les Grox. Les Grox qui sont donc un énorme empire galactique qui se trouve ici, mais qui occupe toutes ces planètes, tous ces systèmes solaires-là, tout le noyau de la galaxie. C'est infaisable, c'est quelque chose, c'est un objectif, ça demande... Alors je crois qu'il y a quelques streamers, etc., qui s'y sont essayés méthodiquement, en essayant, voilà, en utilisant des codes de triche, ils y sont arrivés à voir la fin du jeu, mais il n'y a pas de cinématique de fin, il ne semble pas. Le jeu n'est pas fait pour être fini. Et c'est quelque chose voilà, qui était assez décontenançant, c'est quand on arrive à ce moment-là, au bout d'une dizaine d'heures de jeu, et ben, d'accord, je peux récupérer des ressources, je peux les vendre, je peux m'allier, mais derrière, en fait, la notion de boucle de gameplay, donc de ce que le jeu attend de nous et quel objectif il va nous donner, est mis à mal à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui revient à la vacuité. Moi, j'aime bien ça dans ce jeu-là, à la vacuité aussi de la nature même. Est-ce que la nature a vraiment un but au-delà voilà, de s'étendre et de se répandre, voilà, comme on va le faire là, sans réellement de but? En fait, on revient à quelque chose un peu d'un espèce de vertige, ou en tout cas d'un sentiment de bon, ben voilà, j'ai fait tout ça, et bien on continue d'avancer, on continue de se répandre. Ce qui est littéralement ce que veut dire, parce que le but d'une spore, du coup qui est le nom du jeu, une spore, ça a plein d'applications en zoologie, en biologie, etc. Une spore, c'est un organisme autonome qui peut s'auto-développer, qui fait pour se répandre. Alors, c'est la définition, tu me corriges si c'est autre chose. Mais de ce que oui, voilà, bref. Voilà, en tout cas, dans les définitions que j'ai pu lire, le spore voilà, vise à se développer et à se répandre. Il n'a pas d'autre but que ça, en fait. Donc, si on s'en tient stricto sensu à la définition. Souvent, quand on étudie la biologie, on a tendance à faire ce qu'on appelle des interprétations finalistes. Les oiseaux ont des ailes pour voler. S'il y a un objectif, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a cet objectif. En réalité, on dirait plutôt que les oiseaux ont des ailes, il se trouve que ça leur permet de voler. Et là, on touche à la différence entre un jeu et un jouet. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est quelque chose qu'on peut manipuler de façon ludique, mais un jeu, il y a un but du jeu. Donc là, comme tu l'as dit, hein, on nous en a donné un qui est plus ou moins inatteignable pour jamais nous laisser sans consigne, mais en réalité, dans beaucoup de jeux de ce designer-là, de Will Wright, il y a cette idée de vous approprier ce système-là, et vous allez naturellement trouver votre objectif. Si jamais vous voulez que votre objectif ce soit la paix universelle, vous allez voir tous les gens qui sont en guerre, vous allez leur dire de se calmer. Si jamais vous voulez que toutes les planètes soient habitables, pour qui ?
vous allez les trouver, leur mettre une atmosphère, etc. En fait, on va vous laisser, comment dire, apprendre à votre rythme le fonctionnement d'un certain nombre de systèmes durant la première partie. Et quand vous arrivez dans l'espace, on vous donne des moyens qui sont démesurés par rapport au reste du jeu pour vous dire « Vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux ». Et c'est vrai que certains joueurs, alors c'est pas un jugement, hein, il y a différents types de joueurs, différentes psychologies, le rapport qu'on a au jeu n'est pas toujours le même, et il y a des joueurs qui ont besoin qu'on les guide, qu'on leur dise fais ça, puis fais ça, puis fais ça, d'autres qui, et qui du coup ces personnes-là peuvent être un petit peu perdues quand on est un peu moins dirigiste, quoi. Et même pour conclure là-dessus, à quel point le jeu nous donne toute emprise sur la biologie et que déjà, de un, tout problème a une solution hein, dans ce genre de jeu. Évidemment, dès qu'il va y avoir une catastrophe, il suffit d'arriver quelque part avec son rayon laser et régler la catastrophe géologique ou biologique qui est en cours. Parce des fois, on nous appelle en mode « Oh mon Dieu, il y a une épidémie qui s'est déclenchée sur telle planète, il faut tuer les 2 créatures qui sont malades sur toute la planète ». Ce qui est un côté un peu redondant, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on fait à répétition dans le jeu et qui n'est pas très gratifiant. Mais il va aussi nous permettre, à travers les outils ici que vous voyez de terracoloriage, ben en fait si je veux citroniser les cieux, ben je peux citroniser les cieux. Voilà. en faisant complètement fi du rapport voilà, du spectre lumineux sur les animaux, sur les cellules, sur les bactéries, comment, voilà. Là, en plus les gens font la fête, hein, c'est génial. La fête Je me fais attaquer ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils se tirent dessus. Effectivement, oui. Non, parce que des fois, ils font des feux d'artifice quand je fais ce genre de truc. Excusez-moi. Nous avons besoin d'aide. Oui, effectivement, je me fais attaquer. Ce ne sont pas du tout des feux d'artifice. Mais de la même manière, voilà, je vais pouvoir, tac, tac, colorier la Terre. Enfin, vraiment, on a du coup ce truc omnipotent où la biologie, finalement, bon, c'est surfait, quoi. Si on veut une planète bleue, il suffit de balancer son petit rayon pour pouvoir juste modifier tout ça. Ce qui est du coup un rapport un peu démiurge à la nature, mais qui sert le joueur dans toutes ses lubies et tout ce qu'il va pouvoir créer. Hop, tac. Donc voilà, en gros pour Spore, c'est un jeu qui est assez intéressant, donc vous l'avez vu hein, sur tous les aspects qu'il va présenter. C'est un jeu du coup qui a aussi beaucoup été critiqué sur le fait qu'il n'est pas vraiment de but quand on arrive à la fin du jeu, qui n'a pas de... qui manque même dans certaines mécaniques de jeu, qui manque d'être poussé un petit peu plus loin. On sent peut-être que la phase cellule en 2D est peut-être une des choses les plus intéressantes et les mieux fichues parce qu'on est sur quelque chose de très très simple en termes de jeu, mais quand on arrive dans la phase espace, en fait, on se retrouve noyé d'informations et de choses à faire sans réel but, qui ont du coup beaucoup déçu les gens, et qui pourtant a eu un impact assez fou, et notamment en termes de créativité, comme je vous le disais ici, avec le partage de différentes créations. Et c'est ça surtout dont qu'on retient de Spore, c'est cette émulsion créative dans cette diversité de la nature qui inspire tant les gens, et qui fait que le côté ludique va beaucoup plus se retrouver sur quelque chose un peu comme dans les Sims. C'est pas tant le but du jeu, parce que juste faire vivre ces Sims, on peut le faire indéfiniment, mais là ça va vraiment de pousser la créativité à son paroxysme et faire en sorte d'avoir le simple plaisir qu'une de ces créatures puisse se retrouver dans l'univers de quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un d'autre, voilà, ma petite création à moi, ma créature que j'ai passé une après-midi à faire, à mettre ses petits yeux ici et mon petit monsieur patate, va se retrouver dans l'écologie, dans l'énorme écologie du monde sur l'ordinateur d'un gars en Chine ou je sais pas où, quoi, à l'autre bout de la planète. C'est en ça que le sport, je trouve, est un objet hyper intéressant et dans ce qui traite de la nature dans le jeu. Et donc, comme je vous disais, il y a eu toutes ces critiques qui ont été faites par rapport au trop grand nombre de choses qu'il veut essayer dans la manière d'y jouer, contrairement du coup à... je fais la transition parfaite, contrairement du coup au jeu que tu vas présenter, du coup Julien, qui lui se base sur quelque chose de beaucoup plus... sur un seul élément, sur quelque chose de beaucoup plus simple et qui pourtant essaie de le faire à brio au lieu d'essayer comme ici de présenter toutes les facettes de l'évolution et de faire de présenter 5 gameplays différents. Et tu vas pouvoir du coup nous montrer tout ça. Ouais, on va avoir un autre rapport à l'environnement. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être, oui, ça vous a inspiré des trucs? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez discuter? Quelqu'un connaissait Sport? Ouais.
Ça me dit quelque chose, ouais. Et, C'est un jeu qui a eu un grand impact dans la communauté des développeurs de jeux. Ça a changé beaucoup de choses. C'était un truc qui est effectivement très attendu, qui est j'allais dire un ovni, pardon, c'est du jeu de mots, mais un jeu un peu bizarroïde, mais qui a inspiré beaucoup de monde sur justement ce potentiel-là. Et bah, du coup, si jamais on peut enchaîner. hop, ça risque de faire hop. Ça va. Ça va. Tac, tac. C'est fixé. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler d'un jeu dans un tunnel. Mais avant, je vais remettre du coup toutes les références de jeux qui sont données en ligne sur le site de la médiathèque. Ça marche. Oui, on pourra, voilà, c'est peut-être un poil fort, pardon, excusez-moi. J'ai juste une question. Ouais. Sur sport, avant qu'on finisse. Dans le sport, du coup, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui s'est monté à ses propres ambitions. Après, c'est difficile dans ce genre de jeu de simulation de justement ne pas se taper sur le plafond vert. Est-ce qu'il y a eu, du coup, après la sortie de sport, un sport 2.0 qui a repris certaines mécaniques? Cette partie en face, là, c'est quand même assez particulier comme gameplay. Maintenant, on a le Sky qui marche plutôt bien, après toutes les itérations de développement, etc., mais qui n'a pas toute la partie création qu'il pouvait avoir le sport, parce que c'est vraiment que de la génération procédurale, même s'il y a énormément de jeux procéduralement. Je ne crois pas être tombé sur des jeux qui avaient essayé de reprendre une partie d'inspiration de sport pour proposer. Pour moi, il reste un peu unique maintenant. Ouais, en tout cas pour ce qui est de la licence sport, c'est pas glorieux, parce que c'est Electronic Arts qui possède du coup la licence sport et a essayé donc d'en faire une licence fructueuse et a essayé de proposer plusieurs choses. On l'a vu ici en débarquant sur un contenu additionnel qui permet de débarquer sur les planètes, mais jusqu'à essayer de proposer, il y a eu Sport Hero qui est une espèce de jeu d'action, enfin un jeu d'action un peu moyen, où on a essayé de prendre le côté bizarre de sport, des créatures de sport, pour faire une direction artistique dans un jeu d'action un peu moyen. Et de la même manière, Dark Sport, qui est une espèce de hack and slash, pareil, qui joue à fond le côté bizarre, etc., de la direction artistique, mais qui n'a du coup pas du tout... au-delà que ce sont des jeux objectivement assez moyens, n'ont pas aussi compris que l'ADN de sport, c'était pas la direction artistique bizarre, qui est un petit plus sympathique, c'était la créativité. C'était de pouvoir partager ses créations et faire quelque chose de unique à chacun dans son propre univers. Et pas forcément un jeu d'action sport. Mais dans les héritiers de sport, tu as parlé de No Man's Sky, du coup, qui est un grand jeu d'exploration spatiale où tout est généré procéduralement, de la même manière. En tout cas, la plupart. Pardon, je veux juste définir ce que moi je Oui, pardon, vas-y. La génération procédurale, c'est générer du contenu avec des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va expliquer, par exemple, au lieu de modéliser toute la ville de Toulouse, expliquer à un ordinateur, ce qui est compliqué, à quoi ressemble un bâtiment du sud-ouest de la France, et lui donner certaines règles, et lui donner un peu de marge dans ces règles, pour qu'il puisse générer plein de bâtiments, lui-même, tout seul, de différentes hauteurs, largeurs, différents matériaux, etc. Donc, on en a parlé dans le sport, la galaxie, les planètes sont générées procéduralement. Oui, c'est ça. C'est comme si on mettait le code de la route dans le logiciel, on disait crée une route qui respecte le code de la route. Et du coup, il va tac avec mettre des ronds-points, des feux rouges, etc. pour faire en sorte que toutes les voitures ne s'écrasent pas les unes contre les autres. C'est cette idée-là. Mais effectivement, No Man's Sky a essayé de proposer quelque chose qui ressemble à ça, mais dans le cadre de l'exploration spatiale. Voilà, on veut faire un jeu d'exploration spatiale où on émule ce sentiment de découverte unique, où on arrive sur une planète, parmi des milliards et des milliards et des milliards de planètes possibles qui peuvent être créées avec tous les types de combinaisons existantes, et arriver donc à ce sentiment-là. Par contre, c'est vrai qu'un jeu sur l'évolution, un jeu qui a pour thématique l'évolution, à part sport... Si tu as Humankind, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, alors, sur l'évolution d'une société, c'est possible, parce qu'il y a cette sensation de progression, justement. C'est-à-dire que tu as un groupe d'individus qui vont petit à petit découvrir différentes technologies, etc. Et là, on a quelque chose de systémique qui ressemble à un jeu. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, tu as quelqu'un qui a une lance et en face, il y a quelqu'un qui a un AK-47, je comprends qu'il y a une différence de pouvoir et je peux imaginer quelque chose. Là, on a des différences qui sont telles, comme tu l'as dit, que c'est quasiment 5 jeux différents. Et le souci qu'il peut y avoir, je vais reprendre ton image là sur le code de la route, si on enseigne, c'est très compliqué, le code de la route à un ordinateur, pour lui apprendre à générer les routes, des voitures, etc., derrière, il peut manquer
certains pourraient trouver qu'il manque une accroche pour que moi j'utilise cet outil. Et l'optique de Will Wright, du créateur du jeu, c'est de dire, bah non, c'est drôle en tant que tel, comme un vivarium serait rigolo. C'est-à-dire qu'on a un système avec plein de choses qui peuvent se produire, et les observer, c'est suffisamment rigolo. Et de temps en temps, on a un peu envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, juste pour les voir s'agiter, mais on n'a pas forcément envie qu'on dise, c'est bien, t'as donné un coup de pied, 20 points. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui est arrivé après Spore, ça a été, on a cet outil-là qu'on ne comprend pas très bien, et on va essayer de mettre un gameplay dessus. C'est comme si je reprends donc l'exemple avec le code de la route, on en fait un jeu de course. Mais c'est pas intéressant, parce que dans un jeu de course, je vais être concentré sur le fait de ne pas me prendre un platane ou un lampadaire, au lieu d'observer comment ces petites voitures, elles interagissent entre elles. Vous comprenez? Donc, de prendre un système comme ça, et d'en faire un jeu, ça peut être un peu compliqué. Donc l'évolution au sens vraiment, même pas biologique, au sens basique du terme, c'est très intéressant du point de vue du jeu parce que ça donne une sensation de progression. Si au début je suis pauvre et qu'à la fin je suis riche, je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Si au début je suis petit et qu'à la fin je suis grand ou faible ou fort ou tout ce que vous voulez, c'est possible. Mais là, c'est pas ce dont on parle dans Spore justement. Et du coup, c'est compliqué de trouver une espèce d'unité narrative là-dedans. Et donc, les tentatives qui ont été faites après, ça a été, puisqu'on a toutes ces bestioles-là, autant en faire un espèce de bestiaire infini pour un jeu de combat, par exemple. Parce que comme ça, vous avez une infinité d'ennemis qui arrivent. Donc, en fait, on tord un peu le système pour essayer de lui donner du sens. Un sens qui, peut-être, n'avait pas forcément auparavant. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour le jeu Dark Sport, donc du coup la dernière itération de jeu sport, qui est une espèce de hack and slash sur Wii, un jeu assez moyen, quoi, mais qui reprend un peu une esthétique à la Alien, voilà, ou en tout cas on va rendre Alien un peu mignon avec une créature à combattre, etc. La créature antagoniste est issue d'un concours sur le Creature Creation de Sport, où du coup les gens pouvaient envoyer leur créature pour être le prochain antagoniste du nouveau jeu Sport. Donc il y avait quand même cette volonté, voilà, de pousser un peu la créativité, mais derrière au service de jeu d'action à la première personne. C'est un débat qui n'est pas sans rapport avec les débats qu'on a aujourd'hui avec l'IA générative, c'est-à-dire que un outil qui va générer du contenu sans auteur, c'est compliqué d'en faire quelque chose qui a du sens pour le joueur. On va pas pleurer de joie devant une créature générée procéduralement, ça va pas nous rappeler les peluches de notre enfance, ou alors c'est par hasard. Donc, ce qui est intéressant dans un No Man's Sky, justement, encore une fois, comme tu disais, jeu d'exploration, c'est que je sais que si je trouve une planète et que je trouve une bestiole dessus, personne n'a déjà vu cette bestiole avant moi. Parce que les probabilités immenses, littéralement cosmiques de ce jeu-là, il y a tellement de planètes que si j'en trouve une, je suis probablement le premier à la trouver. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée, je suis le premier. Mais au-delà de ça, si on veut avoir une œuvre qui porte un message, qui va du coup avoir du sens pour des joueurs humains, c'est beaucoup plus compliqué à travers un ordinateur parce qu'il faut se transformer, entre guillemets, en méta-auteur. C'est-à-dire, moi, je dois apprendre à mon ordi à créer des choses qui ont du sens pour des êtres humains. Et la première chose que va me demander mon ordi, c'est, ok, c'est quoi un être humain? Et je vais être un peu embêté. Donc, ça fait partie aussi de la puissance du média jeu vidéo, c'est cette idée, justement, d'utiliser l'algorithmique pour s'adapter à ce que fait le joueur. Si je dois créer un film de cinéma et qu'à chaque fois que vous avez une idée sur ce que doit faire le personnage principal, je dois tourner encore 1 heure de film, ça va être compliqué. Alors que là, je peux avoir des systèmes qui répondent à ce que fait le joueur en disant « Ah, tu veux essayer ça? Ben regarde, voilà ce qui se passe. » Et on a une espèce de dialogue qui peut se déclencher quand le jeu est bien fait, entre le joueur et le jeu, qui aura beaucoup plus de sens. Parce que, je ne dis pas que les jeux vidéo c'est meilleur que les films, mais sur ce point-là, un film qui va vous dire « La guerre c'est pas bien », vous allez être d'accord, pas d'accord, etc. Ou vous allez jouer à This War of Mine, et le système, la façon dont la guerre est simulée dans le jeu, va vous pousser à prendre des décisions horribles. Et ces décisions, c'est vous qui les avez prises. Et vous allez vous dire, mon Dieu, j'ai été obligé de faire des trucs monstrueux, cette situation m'a transformé en monstre. Et vous allez le ressentir, ça. C'est très compliqué de créer ça lorsqu'on a des algorithmes qui se battent en duel. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est un nouveau mode d'expression que Spore a contribué à nous ouvrir. Alors, pour celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire du jeu vidéo, vous savez que c'est pas du tout le premier. Et il y a eu, l'Arche du Captain Blood, c'était incroyable, il y avait des planètes générées procéduralement, le premier Elite, etc. Je vais m'arrêter là avec les noms. Mais en tout cas, le jeu vidéo est très riche de ça parce que justement, à la base, un ordinateur, c'est une machine à calculer. C'est un simulateur.
Mais maintenant, pour arriver à avoir, à transformer ça en média d'expression, eh ben, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce qu'un ordinateur, c'est très rapide, très très stupide aussi. D'autres questions? Ouais. Pardon, du coup, je vous ai... Je veux dire, sport, j'ai l'impression que c'est un peu un bac à sable, mais capable aux élèves entièrement. Alors, c'est intéressant comme question. Effectivement, le bac à sable est plus joué que jeu. Et on voit dans les 5 phases un peu désenchevêtrées cette espèce de volonté de vouloir faire jeu. Et d'ailleurs, quand vous voyez les premières démos de sport, il n'y a pas ça du tout. Non, voilà. Elle est assez intéressante, la première démo de sport qui a du coup cristallisé beaucoup d'attentes autour du jeu. Il ne ressemble pas du tout à ça. Vraiment, c'est presque un autre jeu qui est proposé. Et d'ailleurs, Will Wright, j'avais un peu lu des post-mortem de ce que Will Wright dit de sport aujourd'hui, de ce qu'il pense de ce jeu. Il n'en parle pas en tant que... Il n'utilise pas le terme game pour parler de ce jeu. Il en parle avec philosophical toy. Il parle de jouer. Voilà, pas de jeux vidéo, mais de jouer vidéo, de jouer philosophique, de manière de penser un concept, le concept de l'évolution, en tout cas d'un jeu qui utiliserait ce concept-là, mais pas tant un jeu que ça, pas tant un jeu vidéo que ça. Et c'est pas à dire qu'un joueur ne peut pas avoir de message. Non, mais je sais que c'est pas ce que tu dis. Quand Barbie sort, elle donne des éléments sur ce qu'on estime qu'une femme pourrait être. Et c'est évidemment un message. Après, on apprécie, on n'apprécie pas, ou qu'on ressent de façon différente. Quand dans le sport, on nous explique que si vous êtes végétarien, lorsque vous deviendrez une tribu ou une civilisation, vous aurez tendance à être plus pacifiste. Alors, c'est fait avec une certaine ironie chez Will Wright, comme d'habitude, mais voilà, on fait passer un propos, non pas... par la façon dont ces systèmes fonctionnent, la façon dont ces engrenages sont reliés entre eux. Que les omnivores, justement, si on continue sur la voie omnivore, c'est assez marrant. Donc, du coup, vraiment, l'idée, on bouffe à tous les râteliers, et donc, du coup, on devient des espèces d'immenses capitalistes qui rachètent tous les empires des autres, et on devient des marchands, quoi. L'omnivore est opportuniste, du coup, c'est le commerce. Voilà. Et ils disent que le gentil, le gentil herbivore devient religieux parce qu'il veut la paix dans le monde. Vraiment, c'est vraiment cette idée-là, quoi, qui est mordant et qui est marrant, quoi, dans le jeu. D'ailleurs, un truc assez marrant, c'est la phase civilisation, donc je n'ai pas montré, mais qui ressemble beaucoup à la phase tribu, mais à l'échelle de la planète. Quand on joue dans la phase civilisation une civilisation belliqueuse, on va envoyer des bombes sur les cités ennemies, mais quand on va jouer gentil, donc du coup vraiment herbivore, gentil, religieux, on va faire des vaisseaux religieux avec des espèces d'orgues et des trompettes dessus qui vont aller balancer des ondes de religion sur le gameplay est le même, mais vraiment c'est exactement la même chose. On va faire monter la barre de religion dessus, et du coup ça permet de convertir du coup la ville et faire en sorte qu'elle nous rallie parce que ils ont une dévotion religieuse pour chez nous. Donc voilà, il y a ce côté un peu aussi ironique par rapport au message du jeu, quoi. Tout à fait. Ouais. Oui, en fait, au final, c'est l'utilisateur qui va créer plus ou moins une partie du jeu quelque part. C'est ce qu'on disait effectivement sur la différence entre jouet et jeu. C'est-à-dire dans tous les jeux, il y a une partie où l'utilisateur va s'approprier le système, mais dans un jouet, c'est quasiment l'essentiel. C'est lui qui va aller chercher du sens dedans. Oui, et là, pour le coup, moi, ça m'a fait penser un petit peu à White and Black. Black and White, ouais. Black and White, pardon. Et en fait, pour le coup, c'est pareil. Là, on va pouvoir placer petit à petit le curseur en fonction de comment on joue, si on devient bon, si on devient mauvais. C'est ça. Voilà. Là, en fait, on va avoir un peu la même chose avec notamment tout ce qui va être environnement, puisqu'on a vu qu'on peut terraformer, on peut changer l'atmosphère, donc on peut aussi choisir d'aligner quelque part une civilisation potentiellement, ou ce genre de choses. Donc finalement, je pense que l'utilisateur va influencer directement sur le jeu et comment il veut le jouer. Tout à fait. Chez Molineux, donc le créateur de Black and White, de Fable, etc., il y a un rapport à la morale, ce côté d'être gentil ou d'être méchant. Et le jeu, en fait, t'analyse sans te juger. C'est une espèce de psychothérapie, de psychanalyse virtuelle, ces jeux-là. Il y a littéralement un ange et un démon qui sont les deux avatars qui viennent te dire, tu dois faire ça, qui font le tutoriel. Chez Will Wright, c'est un vrai postmoderne. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va même retirer la partie jugement. Ce qui compte pour lui, c'est les conséquences, surtout. Et la façon dont deux systèmes vont être liés entre eux pour créer du sens. Mais oui, je suis d'accord, on va aussi... C'est intéressant de voir, dans un jeu comme Black and White, si je deviens méchant, si je fais des choses de méchant, comment est-ce que cet petit environnement autour de moi va se mettre à réagir différemment? Est-ce que j'ai envie d'être craint, d'être respecté, etc. Je suis d'accord. Et si on enlève complètement les sentiments, on arrive là-dessus. Puisqu'on est ici dans quelque chose de beaucoup plus clinique. Le jeu s'appelle The Witness. Il a été fait par un créateur américain qui s'appelle Jonathan Blow.
Et on commence par vous donner un élément de langage. Donc là, on a l'élément le plus linéaire qui soit, ici on parle de nature, donc là je commence par un endroit où on est à l'extérieur complet de la nature, tout ici est manufacturé, c'est une ligne de fuite, on vous dit va tout droit, il n'y a qu'un seul élément coloré, évidemment c'est cet élément coloré qu'il va falloir questionner. Et cet élément coloré, en fait, va nous donner la clé de notre interaction future avec tout le jeu. D'accord ? Donc ça va peut-être en faire ricaner certains, c'est un labyrinthe. En l'occurrence, c'est le labyrinthe le plus simple du monde. Il y a une entrée, un chemin, une sortie. C'est tout ce dont on a besoin, parce qu'ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de nous enseigner à reconnaître une entrée, un chemin et une sortie. L'entrée, c'est cette espèce de rond. Le chemin, c'est une ligne qui peut être droite ou pas. La sortie, c'est l'extrémité de cette ligne, à condition qu'elle soit arrondie. Très bien. Du coup, la deuxième labyrinthe, c'est quoi ? C'est un élément de complexité supplémentaire. Une ligne n'a pas à être droite, enfin, en tout cas, elle peut être cassée. Etc., etc. Et là, ça y est, enfin, on va sortir au moins un petit peu pour passer d'un environnement fermé à un environnement qui est un petit peu moins fermé. Et ce dont on va se rendre compte ici, c'est que des complexifications vont arriver petit à petit. Et chez Jonathan Blow, j'arrive au sujet de la nature un tout petit peu plus tard, mais il faut parler un petit peu de ce jeu avant. Chez Jonathan Blow, chaque puzzle doit vous apporter une nouvelle information sur le système. Ça, c'est une des règles. La deuxième règle, c'est si j'en ai pas besoin, je le mets pas. Quoi que soit l'objet dont on parle. Donc, on a un truc, c'est pour ça qu'on les a sélectionnés, ces deux-là, qui contrastent évidemment avec Sport, où on vous met tout un tas de choses et on regarde ce que vous allez faire avec. On fait 15 tutos différents où le jeu vous explique avec des tartines de texte. Alors ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, on peut faire ça, et là vous êtes une cellule et vous allez pouvoir devenir machin. Là c'est vrai qu'on a un élément de gameplay, c'est fait un labyrinthe. Et le jeu va vous enseigner à chaque fois à travers son gameplay. C'est-à-dire que c'est le labyrinthe qui va vous apprendre à faire des labyrinthes. Et il n'y a rien d'autre en réalité. Donc chaque labyrinthe vous en prend une information. Donc là par exemple, je peux essayer de le terminer ici. Je vous ai déjà donné la solution tout à l'heure. Là ici, la fin elle est droite et pas arrondie. Là, il s'est permis la petite coquetterie de vous mettre un petit cercle. Mais c'est vraiment une des rares indications un peu non digétiques que vous avez. Ouais, il y a aussi, autre élément que vous pouvez faire aussi, là il y a une boucle, c'est rigolo, je vais la faire. Non, je ne peux pas. Ça fait partie des leçons de ce labyrinthe. Une ligne n'a pas le droit de se couper elle-même. Très bien. Le labyrinthe, pour autant, va quand même rester assez simple. Autre point, étant donné qu'un labyrinthe, c'est une information, ce que je peux faire quand je communique avec vous, c'est que j'enchaîne des informations dans une phrase. Le jeu va faire pareil. Première information, la deuxième information va se trouver de l'autre côté ici de cette ligne, à savoir, ok, l'entrée du labyrinthe ne se trouve pas forcément dans un coin, et ensuite, ça va être à moi d'essayer de trouver le chemin qui ne va pas passer par... qui ne va pas se couper. Je vais pouvoir complexifier un petit peu le truc de plus en plus, etc. Une fois que j'ai appris ces règles-là, on va ajouter de nouveaux éléments. Vous allez voir qu'il y a certains labyrinthes avec des points dessus. Il faut que je passe par tous les points de ce labyrinthe avant de sortir, sinon la solution n'est pas bonne, etc. etc. C'est une autre coquetterie qui fait d'ailleurs, il y a d'autres types de labyrinthes, je spoil un peu une mécanique, mais où il s'agit d'isoler un certain nombre de symboles. C'est-à-dire que quand on va tracer la ligne, on doit isoler, en faisant une espèce de quadrillage, des symboles entre eux, et faire en sorte qu'ils ne se touchent pas. C'est vraiment ce genre de jeu. Et de la même manière, là, Jonathan Blow fait en sorte que les éléments qui ont bien été isolés ne clignotent pas si on échoue le test. Et par contre, ceux qu'on n'est pas arrivé à isoler bien, il vous le rappelle en les faisant clignoter. Voilà, ce genre de petites choses des éléments très simples qui permettent de donner des petites indications aux joueurs en dehors de la simple résolution ou non-résolution d'ailleurs. Ouais. Un autre élément aussi, du coup, va être l'impossibilité ici de terminer ce labyrinthe, même si la plupart du temps, quand on y arrive, on a fait les puzzles que je vous ai montrés puisqu'ils étaient juste devant moi, et donc vous avez vu ce clapet s'ouvrir, on peut imaginer que les deux autres s'ouvrent, il suffit du coup de suivre les fils. Donc là, on commence à avoir peut-être un petit élément d'indication supplémentaire. Je vous ai dit tout à l'heure, si ça sert à rien, on ne le met pas. En d'autres termes, pourquoi est-ce que je me retrouve dans un jardin, avec des arbres, avec des nuages, avec un soleil, alors que mon but, c'est de résoudre des labyrinthes? Le premier élément de réponse, vous l'avez ici, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord aller les trouver, ces labyrinthes. 18h16, non, ça c'est aujourd'hui, c'est ça? Hop. Une fois que je suis sorti donc, de cette zone, on est dans un endroit qui est beaucoup plus ouvert et où, comme dans Sport tout à l'heure, la nature va être un peu exagérée. Là, c'est peut-être un cerisier, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'est très 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 rose comme arbre, on est d'accord. Donc peut-être que là, on est en train de me parler d'arbres.
Ici, j'ai une maison, j'ai un hangar. Là, j'ai cette petite série de labyrinthes, hein, je vous en ai parlé. Hop. Très joli cyprès. Voilà, ici. Et donc là, on a cette idée comme ça de phrase, c'est-à-dire que je vais avoir un premier puzzle, et là, bah, la solution évidente, c'est celle-ci. Il se trouve qu'elle marche, mais ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que c'est ces espèces de bidules-là, ces taches noires et blanches, que j'ai pas encore vues. Et donc, si j'écoute les labyrinthes, normalement, on va m'expliquer comment ça marche. Là, ici, le chemin le plus simple, c'est celui-là, mais ça marche pas. On m'explique que j'ai fait une erreur avec ça. Je sais que j'ai pas fait une erreur de labyrinthe. Donc je vais essayer de passer par là, ça marche pas. Je vais réfléchir et je vais me dire, peut-être que le point noir et le point blanc doivent être séparés. Est-ce que c'est ça? Bah, je vais vérifier, parce que là, si j'ai juste fait un zigzag, ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Le blanc d'un côté, les points noirs de l'autre. Ok, je comprends. Et du coup, petit à petit, vous voyez cette phrase-là se complexifier. C'est un peu toujours le même labyrinthe, mais je vais commencer à avoir quelques petites nuances. Et une autre des règles chez Jonathan Blow, c'est ce qu'on appelle du forward design, c'est une méthode de game design donc pour créer des jeux, c'est à chaque fois qu'un nouvel élément est ajouté, par exemple ces points noirs et blancs, il peut être et doit être combiné avec tous les autres. C'est pour ça qu'il n'y en a pas 36 non plus, mais il y en a un certain nombre. Alors là, c'est un peu bizarre parce que je ne peux pas mettre tous mes points blancs au même endroit et terminer le labyrinthe. Donc une hypothèse possible serait que tant que les points noirs et les points blancs ne se croisent pas, j'ai le droit. C'est effectivement le cas. Donc à chaque, comme je disais, voilà, à chaque labyrinthe, je vais apprendre quelque chose. Là, je vais essayer de m'y prendre de la même façon. Je ne peux pas parce que la sortie est ici. Par conséquent, de mémoire, il me semble que c'est plutôt comme ça. Et encore, vous voyez, hein, les points ont l'air d'être assez placés de façon assez similaire avec cette espèce de forme en brique de Tetris. Le fait de me créer des motifs qui se ressemblent, excusez-moi, vont m'aider à mémoriser la chose. D'accord? C'est important parce que l'être humain, c'est un très bon... je me suis planté. L'être humain, c'est un très bon appareil à repérer des motifs. Et en plus de ça, à trouver du sens dans ces motifs. Voilà, j'ai compris cette phrase. Et parce que j'ai compris cette phrase, je vais pouvoir l'utiliser. N'empêche que depuis tout à l'heure, il y a ces espèces d'arbres roses là qui se détachent des autres. Donc encore une fois, là je vais chercher, puisque je ne me contente pas de faire ces labyrinthes, je vais chercher dans l'environnement des indices pour ma compréhension du jeu. Parce que s'il y a un monde dans lequel on va placer un jeu, imaginons, je ne sais pas, vous faites un jeu d'avion, vous le mettez dans un monde, le monde va avoir un rôle à jouer sur le propos du jeu sur les avions. Si vous avez joué à Crimson Skies, les avions, ça a un rôle particulier dans Crimson Skies. Si vous avez joué à Flight Simulator, bah, on a modélisé notre monde réel, parce que Flight Simulator est un jeu sur la liberté de bouger, donc c'est normal de pouvoir repérer sa ville, les endroits qu'on connaît, etc. Donc là, comme on a une région arboricole, bah, regardez, mon labyrinthe, il ressemble un peu à un arbre. Pour les mathématiciens dans la salle, c'est un L-système ou une fractale, voilà, on a ces trucs-là. Bon, alors ce qui est un petit peu problématique, évidemment, c'est que là, j'ai mon entrée, mais j'ai beaucoup de sorties. Donc, je vais en prendre une, c'est pas la bonne. Je vais en prendre une, c'est pas la bonne. Il y a un problème. Il y a un problème parce que là, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai pas d'éléments comme les points noirs et blancs ici, donc toutes ces sorties sont censées être bonnes, mais elles ne le sont pas. Pourquoi? Bah, la réponse, je pense que vous avez peut-être compris avec les éléments que je vous ai déjà donnés. Si ce labyrinthe est placé dans un environnement, c'est que l'environnement possède la solution du labyrinthe. Donc cette arborescence que je vois ici reprend cette arborescence-là. Donc j'ai plus qu'à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou plutôt dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. La quatrième branche en partant de la droite contient une pomme, c'est la seule qui contient une pomme. C'est une couleur qui est faite pour ressortir évidemment sur le vert. D'ailleurs, cet arbre est vert et pas rose comme tous les autres arbres ici. Par conséquent... Ah, ça marche. Donc c'était le premier élément de la phrase. Par conséquent, je vais aller chercher les autres éléments de la phrase. Ici, maintenant, je vais chercher la pomme. Donc, bien sûr que la première complexité, ça va être de me la cacher. La pomme est là. Là, si j'essaie de compter les branches, c'est pas très pratique. Est-ce que je dois les compter ici? Ou est-ce que je dois les compter de l'autre côté? Alors, de l'autre côté, on m'a un peu masqué la vue. C'est probablement pas ça. Mais le fait est que j'en sais rien, puisque l'arbre, il est de profil par rapport au labyrinthe. Donc là, si je regarde l'arbre, j'ai pas l'air d'avoir d'autres indices. Peut-être que cette pomme, elle est de ce côté-là. Ça pourrait être un indice. Un autre indice, je vais aller le chercher dans le labyrinthe. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est pas un système parfait, il y a une branche qui est cassée au bout. Donc il suffit de voir de quel côté la branche est cassée. C'est de celui-là.
je compte à partir de l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reviens ici. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous voyez un autre rapport à la nature que ce qu'on a vu dans Spore. Ici, rien n'est généré procéduralement. Chaque feuille a été placée par quelqu'un et a été placée pour une raison donnée. Et cette raison, ici, c'est qu'on va, comme tu en parlais tout à l'heure, utiliser l'environnement pour aller extraire des ressources. La seule différence, c'est qu'ici, la ressource, ce n'est pas les pommes. La ressource, c'est la connaissance. Et je vais progresser en suivant ces puzzles dans ma connaissance de cet environnement, et peut-être qu'au bout d'un moment, cet environnement aura des choses à me dire qui vont aller un tout petit peu plus loin que les pommes. Là, on a des branches qui se mélangent ici. Donc c'est un peu compliqué de savoir dans quel sens il nous faut regarder la chose. Je ne peux encore une fois regarder quelle branche est cassée, c'est la bonne. Maintenant, ce sera un petit peu plus simple de compter les branches à partir de la droite, je pense, et c'est la 5e. Pardon. Alors évidemment, si j'ai perdu, parce que j'ai pas cliqué au bon endroit, on me refait faire le truc pour pas que je puisse juste essayer toutes les sorties bêtement, hein, parce que c'est comme à l'école. Hein. Si j'essaye les sorties bêtement, le problème... Alors, autre logique. Attendez, 1, 2, 3, 4... Si j'essaye, pardon, je vais réfléchir au truc. Les sorties bêtement, en fait, je ne vais pas comprendre ce qu'on veut que je comprenne. Je vais peut-être trouver la bonne solution, mais je vais la trouver par hasard. Donc là, par exemple, ma solution n'était pas la bonne parce que ça veut dire que mon souvenir sur le jeu n'était pas le bon. Et donc, peut-être qu'il faut effectivement compter dans les branches. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais les compter ici. Ah ben oui, ça se voit parce que ici, la branche cassée, elle est derrière la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est un truc de The Witness qui est assez intéressant. C'est que là où, dans un jeu un peu plus traditionnel, en tout cas un puzzle game, un jeu d'énigmes traditionnel, le plaisir de jeu qu'on va avoir va être du côté de la résolution de l'énigme. Oh, je suis arrivé à bien agencer mon puzzle et du coup tout rentre. Dans The Witness, c'est vraiment ça se passe un petit peu avant le plaisir. Exactement. Le plaisir se passe précisément au moment où on a compris ce en quoi consistait le puzzle. Faire le puzzle à la fin, c'est une formalité. À la limite, quand le puzzle se réussit, on dit « Ah, quand même, ouais, finalement ». Pas trop Mais ce qui est important, c'est le moment où l'hypothèse arrive. C'est le Eureka, vous savez. Et d'ailleurs, ce jeu-là est un jeu sur la notion de Satori en bouddhisme, cette notion d'illumination qu'on a. Et cette illumination, on voit qu'elle se déroule à plusieurs niveaux. D'abord, ici, on a le premier niveau qui est le labyrinthe. Entrée, sortie, j'ai trouvé, c'est bon, je gagne. Ensuite, c'est la lecture qu'on aura de l'environnement. Je ne trouve pas de solution, donc je vais chercher des échos autour, et on verra qu'il y a d'autres niveaux de lecture qui peuvent être intéressants. Ici, j'ai toujours potentiellement l'idée de compter les branches. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit l'endroit où est la pomme, ici cette pomme, elle est de mon côté, donc j'imagine que c'est là qu'il faut regarder l'arbre, sauf que si je vais regarder l'arbre ici, je me rends compte que la branche cassée, que vous voyez en haut à gauche, en fait elle est de ce côté-là. Par conséquent, alors 1, 2, 3, ouais, il faut compter les branches à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, excusez-moi, j'ai mal compté. 1, 2, 3. Ça, c'est le deuxième. Et donc, ça va être le deuxième. Ça va être celui-là. Voilà. Et sur ce qu'on disait, ouais, il y a d'autant moins on est d'autant moins gratifié sur le fait de finir un puzzle que le jeu n'a rien d'autre à offrir que de finir les puzzles. C'est-à-dire quand on en finit, on va pas avoir un pouvoir, un objet, un don supplémentaire, le fait de sauter, j'en sais rien. Non, on reste avec le même jeu, on peut se déplacer, regarder et interagir. Par contre, exactement. Par contre, la chose qui a changé, c'est ma connaissance de l'environnement. D'ailleurs, si cette porte-là, je l'avais fait avant d'ouvrir l'autre interrupteur, elle aurait été fermée. Le fait même d'accéder à un lieu qui, on verra, va donner un sens supplémentaire au puzzle, est conditionné à ma connaissance du truc. En d'autres termes, si je vous donne le fin mot de l'histoire, si dans un polar, je vous dis qui est le coupable, mais que vous n'avez pas vu toute l'enquête, vous n'aurez pas compris l'essence du polar. Et vous n'allez pas comprendre ce que le fait que ce soit le jardinier le coupable veut dire. Donc je suis obligé à un moment donné de faire ces choses-là dans l'ordre, jusqu'au moment où il n'y a plus de pomme, effectivement. Parce que depuis le début, la pomme, elle est dans ma tête. La pomme, c'est ma compréhension du truc, c'est la cuillère qui se tord, c'est tout ce qu'on veut. Par conséquent, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est faire un pas en arrière et aller essayer de réfléchir au système de cet arbre-là, qu'est-ce qu'il veut raconter. Ici, je vais regarder mon arbre. Là, j'ai effectivement 2 branches à droite, puis une. 2 branches, puis une, c'est là, ok.
deux branches à gauche, puis une, deux branches à gauche, puis une, là, parce qu'on voit qu'il y a une branche cassée. Et ensuite, là, on a une deuxième branche cassée. Et cette deuxième branche cassée, vous l'aviez vu, c'est ça? Non, non, pas du tout. Elle disait c'est probablement une pomme de terre la solution. Ah, bonne question. Ça aurait pu, Effectivement, je sais pas. peut-être ça aurait pu être intéressant que j'aille chercher dans les racines, effectivement, pour aller trouver une pomme de terre. Et là, cette branche cassée ici, évidemment, la pomme sur un arbre, quand on parle d'un jeu qui est en rapport avec la connaissance, ça fait évocation à certains mythes, mais The Witness, c'est un croisement de beaucoup de mythes différents. Je parlais du Satori tout à l'heure. Il y a des textes bouddhistes dans le jeu, il y a aussi des textes judéo-chrétiens. Et donc là, quelqu'un a croqué la pomme avant que j'arrive. Cette branche-là, elle n'est pas censée être cassée, mais si une pomme était attachée à une branche, ça serait probablement celle-là. Par conséquent, je ne fais pas n'importe quoi. Ah voilà, c'est celle-ci là-haut. Vous voyez, voilà, cette branche-là, là, je vais la tracer ici. Si je la regarde là-haut, elle n'existe pas sur l'arbre alors qu'elle existe sur le labyrinthe. Ah non, j'espère que je n'ai pas annulé le truc. Voilà. Et donc, maintenant que je suis arrivé dans ce petit enclos, je peux explorer l'enclos, continuer de suivre ici pour atteindre le dernier puzzle, mais surtout ce que je vais comprendre, c'est que cet environnement, il a été fait pour moi, pour que je comprenne le jeu, mais surtout il a été utilisé par quelqu'un d'autre. Là, on a cette idée d'arborescence, et bien entendu, puisque le jeu, c'est un jeu sur le fait de trouver des motifs, et bien ces motifs-là d'arborescence, on les voit dans tout ce qui est fractal dans le corps humain, ici dans la vascularité du cœur, ici dans les bronches, on aurait pu nous montrer voilà, des neurones ici. Donc ces arbres qu'on explore depuis tout à l'heure, c'est un organisme. Et le fait de suivre des chemins dessus, on a un espèce de rôle biologique, nous. Et là, regardez, elle était là, la pomme, effectivement, avec la branche cassée, et un petit bout de réponse à une autre énigme, ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, ce qu'on cueille depuis tout à l'heure, c'est une connaissance qui nous nourrit. Je ne sais plus qui avait dit, l'ouverture d'esprit, c'est comme l'ouverture de la bouche, l'objectif c'est de le refermer sur quelque chose de solide. Et à force de travailler sur ces labyrinthes-là, et ben, au bout d'un moment, ces motifs vont rentrer un petit peu dans notre tête. Et... alors, attendez... Une autre énigme avec l'environnement qui est assez intéressante, alors, du coup j'ai rejoué là pour les besoins de la conférence et je suis arrivé sur un puzzle qui était assez intéressant, où il ne s'agissait pas de tracer le labyrinthe avec la souris, mais de le tracer en marchant sur le labyrinthe. C'est-à-dire, voilà, on a une espèce de gros quadrillage devant nous, et du coup on va pouvoir marcher et suivre les lignes et faire le labyrinthe avec nos pieds. Donc je le fais, ça fonctionne, paf, je passe au suivant qui est à peu près la même chose, et je vois que c'est à peu près la même, et je commence à regarder où est la sortie, et je commence à le faire. Et là je vois qu'une dalle est cassée dans l'environnement. C'est-à-dire que je vais devoir trouver un autre chemin par rapport à la matérialité de l'environnement qui me permet de résoudre l'énigme. Donc on va avoir voilà, une surcouche d'énigmes sur l'énigme qui va être intéressante par l'observation de l'environnement et par quelque chose d'empirique, quoi, de tester l'environnement par soi-même. Voilà, d'autant que du coup, là c'est l'endroit d'où on était parti tout à l'heure, et en fait cet environnement au bout d'un moment, peut-être que vous avez commencé à avoir assez de labyrinthes pour vous dire « Ah mais attends, en fait, des motifs, il y en a ailleurs, quoi. » C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces éléments-là vont se mettre à me parler, et à partir du moment où je vois ici un rond, un trait, et puis voilà, une espèce de... C'est ça, les éléments en sucette, et ben ça va commencer à me parler. On a, par là aussi, on pourra peut-être... C'est bien que ça rend fou, ce jeu. C'est ça. Si on y joue trop longtemps, on s'endort le soir avec des labyrinthes et des petites sucettes et des machins, c'est vraiment terrible. Et du coup, de la même façon, voilà, au bout d'un moment, là, vous pouvez commencer peut-être à le voir au fond, là, ici, cette espèce de bille, là, ça va passer en dessous du truc, et au bout d'un moment, ces labyrinthes-là, on peut également les faire, interagir avec, et ça devient un autre niveau de lecture dans cet environnement, jusqu'au moment, voilà, comme tu dis, où on voit des labyrinthes, y compris à des moments où on a complètement arrêté le jeu. Là, je vais essayer de trouver un truc, je ne sais plus si je me rappelle bien où c'est, mais on va pouvoir explorer. Ouais. Il nous reste un quart d'heure. Ça marche, donc c'était effectivement... Moi, j'en ai une question. Ouais. Moi, je suis hyper content que vous parliez de ce jeu et de gameplay par la connaissance, parce que c'est quelque chose que j'adore, Outer Wild, Retournement Fobradine, tout ce que vous voulez. Maintenant, je parle à deux professionnels du jeu vidéo. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi il y en a si peu. C'est dur à concevoir, ça ne rapporte pas de pognon, on en voit, je trouve, très très peu par rapport au potentiel qu'il y a derrière ce style de gameplay. Alors, moi, je peux vous donner au moins une raison historique. Je vous parlais de Polar tout à l'heure.
imaginez que vous soyez Miss Marple. Et donc je fais un jeu vidéo pour que vous incarniez Miss Marple. Donc vous êtes une détective très anglaise et très très intelligente, et vous allez parler avec machin, vous allez parler avec truc, etc. Et à un moment vous vous dites, bon sang, je sais, voilà qui a tué machin. Mettons ça de côté 2 secondes. Maintenant imaginez que vous êtes Batman. Batman, il est très fort, il fait du karaté, il fait plein de trucs, il a des gadgets, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait si vous ne savez pas faire du karaté? Si vous ne savez pas faire du karaté, je vous dis, cliquez sur la souris, et là, Batman va faire un espèce de gros Mawashigiri, d'accord, c'est pas du karaté, de gros enchaînements, et il va tuer les méchants, etc., même si vous ne savez pas. Maintenant, le problème, c'est que, vous peut-être, moi je ne suis pas aussi intelligent que Miss Marple, donc comment on fait pour mettre en scène la déduction? Donc, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire que je vais interroger tout le monde, et puis, moi, joueur, je vais avoir une idée. Comment je l'écris dans le jeu? Je ne peux pas écrire, ben, c'est le jardinier qui a fait le coup, parce que j'ai trouvé une bêche, et parce que... Et ça, c'est pas possible. Donc, pendant un moment, les jeux d'enquête, puisque c'est un peu de ça qu'on parle, même si on ne joue pas un enquêteur dans ces jeux-là, mais dans un Outer Wilds, c'est clairement, on est en train de remonter le fil d'une conversation, on fait une enquête. Les jeux d'enquête, en fait, nécessitaient de choisir parmi des choix multiples. C'est A, B, C, D ou E qui a commis le meurtre. Je clique sur le bon, j'ai gagné, même si j'entends Miss Marple donner une démonstration que j'aurais été incapable de faire. Dissonance ludonarrative. Je ne suis plus mon personnage, c'est elle qui est intelligente, ou c'est à la limite le type qui a écrit le jeu vidéo, parce que les gens qui écrivent des jeux vidéo sont tous très intelligents. Mais moi, je suis un peu détaché. Ou bien j'ai eu exactement la même idée que Miss Marple, et là je suis content, mais c'est rare. Ou bien j'ai eu une idée qui se tient, qui est parfaitement logique, et pourtant c'est pas la bonne solution. Ça, c'est très frustrant. Donc, il a fallu beaucoup de connaissances en narrative design, et on a tendance à voir le jeu vidéo comme un outil de haute technologie, ce qu'il est, mais il faut voir que la façon de raconter des histoires dans un jeu vidéo évolue aussi. Et des jeux comme Obradine, pour proposer au joueur une façon de présenter ses conclusions, sans lui dire oui ou non tout de suite, et en le laissant expérimenter un peu. C'est pour ça que beaucoup de jeux sont un peu structurés comme Obradine, et comme vous ne l'avez pas cité, au cas où vous n'ayez pas joué Case of the Golden Idol, jouez-y, vous allez vous éclater. Mais voilà, ce qu'on a appelé parfois un peu, en déconnant les Metroidvania, voilà, cette idée de naviguer par la connaissance. Pour Outer Wilds, c'est différent. C'est comme dans The Witness, la compréhension de son environnement qui va faire que je vais pouvoir trouver des puzzles dans lesquels volontairement on ne m'a pas donné toutes les solutions. Ça, il se trouve que c'est très dur à faire, tout simplement. Ça demande un certain nombre d'itérations, d'essayer de la documentation, de l'expérimentation, de jouer beaucoup à beaucoup de choses différentes. Et le jeu a beaucoup été comparé, The Witness, à The Mist, qui est un jeu, il me semble, fin des années 90 ou début 2000. Milieu des années 90, et l'île dans The Witness a exactement la même forme que celle de Myst, et c'est pas pour rien. Voilà, c'est un hommage à The Mist. The Mist, c'est un jeu de puzzle dans lequel on arrive sur une île et sans beaucoup plus d'explications, il va falloir résoudre ces puzzles, pareil, par l'observation, en essayant de comprendre les systèmes, etc. Il a beaucoup été comparé, mais The Mist, Alors, quand on y rejoue Myst, aujourd'hui... c'est un livre d'horreur. Ah oui, c'est vrai, c'est Myst, M-Y-S-T. avec le Stephen King, avec la C'est brume. ça. Ah oui, bien sûr. Myst. Et dans Myst, je vous invite à le faire aujourd'hui, sans solution, évidemment. Enfin, il y a des moments, si on n'est pas dans ce qu'on dit souvent dans les puzzle games, dans les jeux d'énigmes, etc., c'est quand on n'est pas dans la tête du développeur, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut trouver la solution. Et typiquement, voilà, les jeux d'aventure, les Monkey Island, LucasArts, etc., sont des jeux où des fois, il faut utiliser la botte sur le puits pour pouvoir débloquer la suite du scénario, parce qu'avec la botte, il va aller la plonger dedans et récupérer les lunettes de soleil du méchant. Waouh! Enfin, il y a des moments, voilà, c'est normal aussi que tout... Dans la conception du jeu ne soit pas aussi clair que là où on est sur quelque chose de chirurgical et de très 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 maîtrisé et voilà. qui est compliqué du coup à faire et à atteindre ce niveau-là de maîtrise en termes de puzzle. Un des éléments qui font que ce jeu est maîtrisé, c'est justement qu'il y a un gameplay. C'est-à-dire qu'on vous donne des labyrinthes et après tout le reste du jeu, c'est que des labyrinthes, y compris dans le monde réel, y compris des labyrinthes qui vont utiliser du son ou des choses comme ça. Alors que dans les jeux de puzzle avant, on avait l'impression que puzzle c'était un genre de jeu, quoi. Et donc on vous mettait des taquins, des trucs où il faut tourner les tuyaux pour faire passer l'eau, des trucs comme ça. Et en fait c'est un très mauvais système parce que le joueur il s'immerge aussi par ses actions. Et donc si vous lui donnez là par exemple des labyrinthes ou des plateformes à sauter dans un jeu de plateforme, il va
rentrer dans le jeu par ces plateformes-là. Si d'un coup sur l'autre, vous changez de type de puzzle, un coup c'est des mots croisés, un coup c'est un sudoku, j'ai pas l'impression de jouer à la même chose. Et donc c'est difficile de développer un véritable langage. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez trouver certains de ces labyrinthes-là qui vont devenir très poétiques, ou qui vont devenir ironiques, ou qui vont devenir effrayants, ou je sais pas ce que vous voulez. Mais ça c'est possible quand on a développé un langage avec le joueur, et pour ça il faut des puzzles toujours du même type. Myst change d'un coup sur l'autre. Ce qui compte, c'est l'environnement de l'exploration de cet environnement qui était extraordinaire, surtout pour l'époque. Mais là, ce qu'on a, c'est un environnement qui est entièrement structuré sur une logique. Et plus vous comprenez la logique, plus vous êtes en accord, pas avec le créateur du jeu, mais avec le jeu lui-même, en fait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez des labyrinthes un peu partout. C'est le jeu, à force de regarder des motifs, le jeu vous a changé. Et donc, ce qui est vraiment compliqué dans la conception, c'est la conception de ce langage vraiment. De ce langage et d'un type de puzzle qui a suffisamment de profondeur et de sens pour le joueur. Pour le faire. Et ça, c'est le cas dans tous les types de jeux. Vous prenez un jeu de baston, ça pourrait être j'appuie sur tous les boutons et je... Non, après, il y a Devil May Cry qui arrive. Et le fait de codifier, quelle que soit l'action que vous voulez, vous faites un jeu de collectionneur de timbres, de tout ce que vous voulez, mais codifier une action, et la complexifier, pas juste pour rendre plus dur, mais la complexifier comme on complexifie un langage. Je parlais de phrases, ces phrases-là, vous avez vu qu'elles s'enchaînent comme des paragraphes, et je ne vous ai pas raconté tout le livre, évidemment, mais au bout d'un moment, puisque le jeu vous apprend à aller chercher du sens dans l'environnement du jeu, et bien ce sens, vous le trouvez. Et ce truc-là que vous avez vu tout à l'heure, maintenant, vous pouvez peut-être le regarder différemment. Et voir une figure qui était présente depuis le début, là, sur mon fond d'écran, et qui n'était peut-être pas toujours visible. Dans la complexification, il y a même la manière dont le jeu ironise avec ça. Il y a plein de moments, notamment quand plus on avance dans le jeu, plus à chaque fois qu'on va regarder un labyrinthe, on va se dire attendez, oula, il faut que j'ai les points ici, j'ai les soleils là, il faut que je sépare les trucs, etc. Et en fait, la réponse c'est la ligne droite. C'était genre dans tout ce labyrinthe-là, il fallait juste faire une ligne droite. Et puis en fait, ça c'est partout et tout est harmonieux. Enfin, il y a plein de moments comme ça où le jeu, comme tu dis, à force de nous surenchérir de complexité, on va avoir le cerveau à 70 degrés quoi, qui va chauffer. Alors, et des fois, demande à prendre du recul. Et ah bon. Et en fait, ça fonctionne. Ouais. On ne peut développer un propos que quand on a un langage suffisamment riche. Et dans le jeu vidéo, un langage suffisamment riche, c'est enrichir un type d'interaction, plutôt que d'en faire un millier, quoi. Voilà. Et justement, revenir au rapport à la nature, du coup, on y est déjà, mais dans le rapport à la nature dans le jeu, moi, c'est un truc qui m'a frappé là, quand j'y ai rejoué. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait tout cet espace champêtre, on trouve plein de raisons dont on a discuté. Il y a quelque chose aussi de très simple, c'est comme je vous disais, c'est un jeu qui des fois fait chauffer les méninges à un point fou, quoi. Alors juste à faire des labyrinthes, mais à prendre en compte tous les strates de langage qu'on apprend, ce qui fait qu'on a une espèce de sursaturation d'informations qu'on est en train d'assimiler, à enchaîner les puzzles, etc. Et on sort du puzzle, et là on a quoi? On a une nature champêtre, jolie. Tout est agréable. Il y a plein en plus des biomes, donc du coup des environnements différents. On va avoir de l'air. La chaussée des géants aussi. Mais c'est vrai, mais c'est beau. Et quand on marche lentement. On peut sprinter, mais on sprinte pas très vite. Voilà, là je marche, là je sprint. En fait, depuis tout à l'heure, je fais presque que ça. Voilà, mais c'est un jeu qui est quand même assez lent, assez relaxant, et surtout quand on va sortir d'un puzzle comme ça, on va être en bonne disposition pour laisser reposer le cerveau, un peu comme un cabinet de psychologue. Il vaut mieux que ça soit un espace un peu chaleureux, voilà, qu'il y ait des plantes, des belles étagères, des livres, etc. Si c'est dans un espace froid et artificiel, on va être moins disposé à apprendre. C'est quelque chose qui est étudié. D'ailleurs, dans le sens du langage, dans l'utilisation des couleurs dans ce jeu, c'est exactement ça. Voilà, où le vert fait partie, en tout cas considéré comme une couleur relaxante. D'ailleurs, il me semble, j'ai vu une vidéo là-dessus qui parlait de la manière dont les tanks sont construits et pourquoi ils sont verts à l'intérieur et les trucs sont verts, c'est que c'est considéré scientifiquement comme une couleur relaxante. Voilà. Donc du coup, ça permet d'être en bonne disposition quand on manie son truc. Et de la même manière, voilà, le jeu est recouvert de vert dans tous les sens. Évidemment, il y a d'autres couleurs. Il y a par exemple un désert qui est plus jaune. Mais on va avoir aussi une disposition par l'environnement, l'utilisation de la nature pour être en bonne condition d'apprentissage dans ce jeu-là, qui est tout le thème du jeu. Il n'y a pas de chronomètre. Enfin voilà, en fait, la pression, vous la mettez tout seul, quoi. Et c'est vrai que le côté... là, c'est un chien. C'est vrai que le côté contemplatif du truc est également utile, quoi. Par exemple, un chien, c'est vrai que voir un chien, c'est réconfortant. Là, si on va là et qu'on s'attend à trouver un puzzle, ben non, mais on est content de l'avoir vu, ce petit toutou. On se demande si c'est une statue ou s'il a été figé là, façon le Vésuve, quoi. Mais voilà, on repart par nos aventures, et puis à un moment, on retombera sur des... Là, j'en cherchais des précis, mais j'arrive pas à les trouver. Donc tant pis, c'est pas très grave. Mais voilà, peut-être qu'on s'approche... Pardon, oui.
dans le sens biologique. Une seconde. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser une question avant qu'on finisse? Oui, on a une question après, du coup, juste à prendre en compte parce qu'il nous reste vraiment 4 minutes. Ça marche. Ouais. Il faudrait peut-être préciser parce qu'il y a plein de bonnes façons. En fait, en fonction de ce que le jeu veut exprimer, une bonne représentation de la nature, c'est des choses différentes. Je pense que c'est très subjectif. Ouais, ouais. Le jeu vidéo, la nature, vraiment la nature, premier degré, c'est-à-dire que les arbres, les fleurs, Abzu. etc. Abzu, joue à Abzu, c'est génial. APZU, c'est un jeu qui se passe en sous-marin. Alors, t'as pas des arbres et tout, mais t'as vachement de végétation sous-marine, vachement d'espèces animales différentes. C'est un jeu qui dure 3 heures, c'est narratif et c'est une ode à la nature. Je le recommande à tout le monde. Il y a The Long Dark aussi. The Long Dark arrive très bien à représenter une nature qui est à la fois hostile, terrible, on est une espèce de décor post-apocalyptique d'hiver nucléaire énorme, mais voilà, la manière dont tout. Enfin, où l'idée, vu que c'est un jeu de survie, ça va te faire qu'un avec cet environnement-là et être du coup cet animal comme les autres, comme les lapins, comme les loups, comme les cerfs, etc., qui vont du coup ne faire qu'un avec leur environnement. Et je trouve qu'on est vraiment. De sortir On du fait jugement. partie de la nature, quoi. On n'est pas dans le jugement de je tue, etc. Là, on est vraiment un animal parmi tous ces animaux-là, dans une nature en plus qui est magnifique, et toujours boréale. Et j'ajouterais un jeu comme From Dust qu'on a failli traiter ici dans cette conférence, qui est un jeu qui montre la nature, qui en fait accélère excusez-moi, l'érosion. Donc tu vois une rivière, petit à petit elle va creuser sa rivière de plus en plus, au bout d'un moment ça va devenir un truc beaucoup plus large, tu mets un gros bloc de sable, et ben, ça va se bloquer, ça va créer une autre rivière, tu prends de la lave, tu la mets dans l'eau, ça fait une petite île, etc. Il y a ce côté un peu, on manipule les éléments, et tu vois que tout est impermanent. Ça montre ce côté impermanence, comme si le jeu se déroulait sur des millions d'années, et que toi tu vois ça en accéléré. C'est très très beau, ça peut tourner aujourd'hui sur un ordi, je pense qu'il n'est pas très puissant. Ouais. Et donc, je voulais aussi revenir, donc, il est parlé donc, dans le cadre du sport, du système Nemesis. Ouais. Est-ce qu'un système équivalent pourrait être utilisé justement pour stimuler une évolution où des individus justement acquerraient une certaine connaissance et évolueraient donc, en tenant compte de cette connaissance? Ça existe déjà, oui, tu as des jeux, il y en a un c'est Ark Riders, je crois qu'il fait ça, non où les ennemis apprennent de ton comportement. Il y a aussi beaucoup de jeux de versus fighting, tu sais, façon Street Fighter. Alien, aussi le jeu Alien. Alien Isolation, un petit peu, où le jeu interprète ta façon de jouer et modifie l'IA de ses agents pour s'adapter à ça. Donc c'est effectivement possible, et c'est très intéressant sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le dialogue entre le joueur et le jeu. Au bout d'un moment, tu te retrouves avec une partie qui te ressemble un peu plus. Un cas vraiment basique, c'est que du script, mais ça marche très bien. Metal Gear Solid 5, si tu envahis souvent, tu as des bases ennemies à envahir, si tu les envahis souvent en dégommant les sentinelles au sniper, au bout d'un moment, toutes les sentinelles mettent un casque. Elles s'adaptent à ta stratégie, tout simplement. Je crois qu'il y avait une dernière question devant. Oui, c'était pour revenir sur les jeux vidéo par rapport à la nature. On joue souvent à des jeux où du coup nous sommes le personnage principal du jeu vidéo. Et du coup, est-ce qu'il existe un jeu où justement on n'est pas ce personnage principal et que du coup la nature est l'élément principal réellement? Comme vous avez dit, il y a un jeu nucléaire, post-apocalyptique, etc., etc. Et du coup, il y a quand même cette marque de l'humanité. Est-ce qu'il existe un jeu où il n'y a pas de marque de l'humanité? Vas-y. Alors, parce que le début de la question, j'avais une réponse, mais pas de marque de l'humanité. Parce qu'il y a tout le genre du. Je pense que c'est celui-là. C'est tout un genre de jeu auquel appartient un peu sport, c'est débattu hein, évidemment, mais auquel appartient un peu sport, c'est tout le genre du God Game, où du coup on va jouer un dieu globalement, et on va pouvoir modifier une planète, bouger, etc., mettre, comme on a vu là, placer des arbres, etc., avoir une intervention sur la nature, ce qui fait qu'on va pouvoir la modeler. Évidemment, souvent, on retombe sur quelque chose qui a de l'ordre de créer une civilisation. Dans SimHearts, par exemple, le jeu précédent, un peu le proto-sport sorti sur Super NES, on avait un peu ça où il fallait faire en sorte de placer les bons animaux pour faire en sorte de créer une bonne biodiversité, etc. Mais le but était quand même, même s'il n'y a pas vraiment de but dans le jeu, de pousser une civilisation. Voilà. Qu'à la fin, il y ait une espèce qui devienne des singes, qui deviennent des humains, qui se mettent à créer des vaisseaux spatiaux. Et voilà quoi. Donc le but se centre quand même sur l'humanité. Après, je pense qu'il y a toute une bibliographie de jeux sur la nature, où vraiment c'est... Sur la nature, notamment tout ce qui est jeu de survie. Même la base de ce qu'on appelle les Metroidvania, c'est de te proposer un environnement qui est hostile au début et qui ne deviendra ton plus grand allié que quand tu apprends à l'utiliser.
Maintenant, sur la deuxième partie de ta question, sur vraiment pas de traces de l'humanité, il y a, oui, des jeux de simulation. Après, tout dépend de ce qu'on appelle de l'humanité, parce que voilà, un jeu comme Flower où tu contrôles des pétales de rose, mais en réalité, ils sont là enfin, ces pétales-là, ils sont là pour te donner un avatar aussi, donc quelque part, c'est un peu ta présence. Mais il y a des jeux comme ça où tu subis, pas forcément au sens péjoratif, mais l'environnement plutôt que le contrôle, oui, il y en a beaucoup. Genre, il y a également Terranil, qui est Oui. post-apo et reconstruction d'une planète qui a été détruite par l'homme, tout en n'ayant plus de présence humaine au moment du jeu. Et je crois que le jeu, ça marche. Tout à fait. Je suis désolé de vous avoir écouté. Ouais. C'est qu'on aurait pu, évidemment, pour le premier. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'était une belle chose.